Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, on reçoit Alec Henry. Ça va Alec? Ça va bien et vous les gars? Bah écoute, la vie est belle, on est à Paris, il fait beau, tout va bien. Ouais, ça va. T'es arrivé de Dubaï hier. Ouais, hier matin. J'ai presque la prétention de dire t'es venu pour nous, mais ce serait exagéré. Pour le podcast, on va dire ça, non? C'est bien. En tout cas, ça fait plusieurs semaines qu'on en discute, c'est sûr. Exactement. Et franchement, ça fait véritablement plaisir de t'avoir. On sort d'un événement où on s'est déjà vu hier soir d'ailleurs. Ouais. Bravo, parce que c'était plus qu'une belle réussite. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner directement, parce que je sais que t'as une histoire qui est plus qu'intéressante, et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, parce que j'ai pensé instinctivement à ton livre, à ce que tu viens de sortir. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, le business, qu'est-ce qu'il en est pour toi, Alec Henry, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Yes, tu m'as dit 2 minutes, donc je vais essayer de faire court. Sachant qu'il y a beaucoup de choses sur moi sur Internet et de présentations. Donc moi, j'ai démarré, à la base, j'étais un mec d'une campagne en Suisse, où il y avait plus de vaches que d'habitants dans mon village. Rien ne me prédestinait à entreprendre, encore moins à réussir. J'étais un cancre à l'école, quelqu'un de timide, introverti, réfugié dans les jeux vidéo toute mon enfance. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans, c'était assez compliqué avec ma mère, je voyais très peu mon père. Et de fil en aiguille, à la suite de mon passage jeux vidéo et le fait que je devais rentrer dans la vie active parce que j'avais pas le choix, je me retrouve à l'usine, je fais une formation à l'usine et je découvre le marketing de réseau, le MLM. Donc cette fameuse opportunité pyramidale pour la plupart des gens. Moi aussi j'avais ces a priori négatifs et je comprends que les gens les aient. Et du coup je démarre là-dedans, ça me permet d'apprendre la vente, de découvrir le développement personnel, de passer de complètement amorphe devant mes jeux vidéo à actif dans la vie et gagner un petit peu d'argent. Là je me rends compte qu'il est possible de gagner de l'argent différemment que le schéma traditionnel. Mais ça ne me suffit pas. Du coup après je fais mon service militaire qui est obligatoire en Suisse. Je continue mon job, etc. Et à la suite de ça, j'arrête tout. Je vais cumuler 3 jobs, ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end, dans le seul but de réussir à accumuler un maximum d'oseille. Oseille qu'ensuite je vais réinvestir justement dans un projet professionnel où je vais créer une boîte. Je crée ma boîte. Ma première boîte, Entrepreneurs.com? Non, une agence de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne. Et du coup, je le fais à la base, on devait être 5 associés, on en reparlera si tu veux, puis au final, on n'est que 2. T'avais quoi, 20 ans à peu près? J'avais 19-20 ans, ouais. 19-20 ans. Et donc, si tu veux, j'ai commencé... Aujourd'hui, t'as 28 ans, c'est ça? 28, ouais. J'ai commencé en 2013, plus ou moins. Okay. Donc c'était à 10 ans. Okay. Et puis les balbutiements de l'entrepreneuriat, c'était ça. Puis ensuite, 3-4 ans plus tard, ça commence à se professionnaliser, à être sérieux. Et du coup, voilà, je lance ma première agence. Au départ, c'est compliqué les 6 premiers mois. Puis ensuite, tu commences à comprendre et craquer le code. Du coup, on met en place les bonnes choses. Et puis ensuite, je lance leconsultant.fr qui devient l'écosystème numéro 1 en francophonie pour aider les coachs, consultants, prestats de services. À la suite de quoi, je commence à faire du consulting à assez haut niveau, de plus en plus cher, de plus en plus intéressant, ce qui me permet de créer des opportunités d'entrée au capital. Je rentre au capital de différents business, ça devient de plus en plus intéressant parce que je prends un variable sur les performances de mes clients, parfois des gros variables et sur des très gros montants. Du coup, je passe de j'ai pas forcément d'argent à je viens progressivement très aisé financièrement jusqu'à atteindre mon premier million dès la première année. De chiffre d'affaires? Ouais, dès la première année. Ouais. Donc en 2014? Non, dès la première année après le lancement de l'agence, donc en 2017-2018. D'accord. Ouais. Et du coup, ouais, ça se met bien en place. Ensuite, j'ai des opportunités du type commencer à faire des conférences parce que j'avais commencé à développer un personal branding. Donc, je fais des conférences devant 100 personnes, puis 200, puis 300, jusqu'à monter presque à 3000 personnes dans toute la francophonie, même au-delà même de la métropole. Et puis ensuite, j'écris un livre qui devient best-seller, business, 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès. Je crée différentes boîtes dans l'écosystème. Puis fin 2019, j'en ai marre de juste aider les consultants. On fait une réunion. Et là, du coup, on prend la décision de faire l'acquisition de entrepreneurs.com qu'on lance en avril 2020. Acquisition, c'est-à-dire que c'est une boîte qui existait déjà? Le nom de domaine. Okay. Uniquement le nom de domaine. Okay. Ça faisait 23 ans qu'il était détenu par la même personne, qui était un broker de nom de domaine à Los Angeles, qui a vendu aussi pets.com et toys.com pour plusieurs millions de dollars. Ça vaut combien, ça, un nom de domaine? Cher. Comme ça? On donne pas de chiffres? Non.
Et du coup, ouais, ça vaut très cher. D'ailleurs, les négociations duraient 3 mois justement parce qu'au début, on lui a dit, mec, même ta femme trouve ce chiffre indécent. Et c'est grâce à ce message qu'il a commencé à rentrer en négociation. Il a dit, je sais pas qui vous êtes, jamais personne n'a osé me parler comme ça. Soit vous me connaissez pas, soit vous avez des couilles plus grosses encore qu'un autre. Donc, en tout cas, ça interpelle. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était intéressant. Et donc tu voulais monter une boîte avec un nom de domaine un peu comme Elon Musk qui a racheté le nom de domaine Tesla. T'avais le nom de domaine et t'as pas voulu en démorer. T'as dit non, c'est ce nom de domaine qu'on achète. J'en ai rien à foutre, même si je mets 50, 200 000, j'en sais rien, du coup, mais un chiffre élevé, ou peut-être même plus. On essaye de voir les signes sur le visage. Donne des chiffres, je regarde. T'as dit, on l'achète. Ouais. En fait, on était 2 déjà. Et ouais, on s'est dit, parce qu'on était en réunion, on était 3. Je me souviens encore de ce moment, c'était à Londres, on habitait à Londres, tout en haut du penthouse. Et dans notre résidence, il y avait un penthouse tout en haut où tu peux bosser en mode coworking. C'était vraiment super, et très inspirant, très joli. On se retrouve là-bas, on fait notre point, et puis on se dit, bon, bah là, c'est cool d'aider les consultants et coachs. Maintenant, on doit aider les entrepreneurs. Enfin, on veut aider tous les entrepreneurs. Et je me souviens, on était avec Amine, mon associé de toujours. Je pense qu'on en parlera dans cet épisode. Et puis Jason, qui était anciennement notre bras droit, avec qui on travaille encore ensemble, etc. Mais ça a évolué. Et puis, donc on a cette réflexion, et là on se dit, bon, bah, on n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est soit entrepreneur.com avec un S, donc au pluriel, soit entrepreneur.fr, soit entrepreneurs.fr. Du coup, on procède par élimination. Entrepreneur.com au singulier déjà pris. Entrepreneur.fr détenu par un mec ici en France qui avait un cabinet comptable, qui l'a toujours. Avec qui on est rentré en négociation, en discussion, on a même allé le rencontrer physiquement, c'est très mal passé. Enfin, c'était assez drôle comme anecdote. Entrepreneurs.fr, qui est un nom de domaine qui est détenu par une maison d'édition ici en France, et il restait entrepreneurs.com. Donc ça jouait vraiment de ces deux-là. Et puis entrepreneurs.com, on le voulait beaucoup plus que l'autre parce que c'est .com. Plus c'est un mot qui en anglais comme en français veut dire la même chose. Du coup, tu multiplies sa valeur par 5, 10, 15, 20 à long terme. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes, sachant qu'en plus, il n'avait jamais été vraiment utilisé, exploité, il n'était pas blacklisté ou autre. Ça faisait 23 ans qu'il était détenu par la même personne. Donc c'est un avantage, mais un inconvénient, parce que c'est pas non plus 23 ans détenu par un nobody, c'est détenu par un broker de nom de domaine qui connaît le métier. C'est son métier de valoriser, de vendre des noms de domaine. Il n'a pas l'ancienneté qu'un nom de domaine traditionnel pourrait avoir. C'est ça, mais surtout, le mec connaît sa valeur. Bien sûr. Du coup, c'était... Avec le recul, tu penses que c'était extrêmement important ? Tu apporterais autant d'importance aujourd'hui au nom de domaine, ou est-ce que tu penses que c'est pas obligatoire de capitaliser sur son domaine ? En fait, c'était une question de cohérence. En toute humilité et sans vouloir... péter de plus haut que mon cul, si je peux me permettre cette expression. On peut tout ici. Tout ce que l'on a mis en place ces dernières années font qu'aujourd'hui, Alec Henry est assimilé à une des références sur l'entrepreneuriat français, ou en tout cas l'entrepreneuriat en ligne français, de par les chiffres, de par les résultats, de par les témoignages, de par les milliers de personnes qui nous ont rejoints, de par le livre, de par la présence en ligne, de par tout ça, et de par le nom de domaine. Donc c'est une question de cohérence qui fait que, tu vois, j'aurais pu créer, je sais pas moi, l'entrepreneur libre et heureux.fr. Ça n'aurait pas du tout eu le même impact dans l'esprit des gens, tu vois. Tu arrives, entrepreneurs.com, tout de suite, on sait ce que tu fais, on sait qui tu es, c'est un nom de domaine qui est fort, qui dégage une certaine personnalité, de la précision, on est la référence. Et c'était vraiment cette intention, et c'est cette intention que j'ai mis en place dans tout ce que l'on a construit. Si on revient spécifiquement, avant de redéfiler tout le fil de ta vie, parce que tu l'as en surface fait, je dirais. Aujourd'hui, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 6 derniers mois, on va dire, tu as sorti un livre, tu as lancé un mastermind, tu as investi dans des boîtes, j'imagine. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on ne connaît même pas. Tu as lancé un podcast qui est devenu... pas top 5, j'imagine, même top 3, ouais. Top 3 des podcasts en francophonie sur l'entrepreneuriat. J'ai fait le tour, j'ai oublié des choses. C'est quoi, Alec Henry, à l'instant T ? Ouais, il y a beaucoup de choses, c'est ça. C'est aussi, par rapport à entrepreneurs.com, une grosse refonte globale, des décisions. Tu es toujours propriétaire d'entrepreneurs.com ? Ouais, bien sûr. Ah, je croyais que tu avais vendu. Non. Ok. Ouais. Et du coup, non, toujours dessus. Il y a eu des discussions à un moment donné, mais finalement, j'ai préféré
Ouais, j'ai préféré. On a fait 2-3 choses à un moment. Peut-être que tu l'as vu, tu l'as suivi. Ouais, et puis l'année dernière, quand on s'est vu en juin, tu me disais que c'était plus ou moins en process de vente. C'est ça. C'était en cours. C'est ça. Donc j'imaginais que c'était fait, mais finalement, tu as fait un choix différent. Exact. Donc aujourd'hui, tu es toujours propriétaire d'entrepreneurs.com. Tu as lancé le podcast Le Déclic, qui cartonne. Ouais. Tu as lancé ton deuxième mastermind. Ouais, c'est ça, exact. Avec Oussama Ammar. Exact. Vous êtes full ou des gens peuvent encore vous rejoindre? Non, on est full. Full. Désolé. En tout cas pour cette session après. Donc c'est quoi, c'est semestre? C'est une année, 2 sessions par an. Et là pour cette première session, on voulait être 25 membres plus quelques VIP. Même si même les membres sont des VIP finalement. Et du coup, la deuxième session sera une 50aine. D'accord. Ça va ouvrir quelques places, je dirais une 20aine de places. Si c'est pas indiscret, des masterminds comme ça se remplit en 2 heures, en 1 semaine, en 2 mois. C'est quoi l'attraction qu'un mec comme toi et Oussama Ammar vous arrivez à créer aujourd'hui, en sachant que les tickets, j'ai cru entendre que c'était 25 000 euros, c'est ça? 30 000 euros par personne. Exact. Ça se vend comme du petit pain, c'est quand même compliqué à vendre. Non, on n'a pas dû faire de vidéo, on a fait un post LinkedIn chacun. C'était réglé. Une story. Là, on a eu à peu près 250 candidatures. Vous avez eu 250 candidatures. Ouais. Après, il n'y a pas que du qualifié. Hein. Sur les 250 candidatures, tu as peut-être 10% qui est vraiment qualifié. Et par contre, donc Oussama fait un podcast aussi, Sans Permission, qui, lui, pour le coup, sont très souvent numéro 1 en France dans l'entrepreneuriat. Et du coup, il a parlé du mastermind dans un épisode. C'est instantanément 600 candidatures qui ont été ajoutées au pipe. Et encore 600 aux dernières nouvelles, parce qu'après, on a arrêté d'actualiser les chiffres. Et là, la qualité des candidatures était encore meilleure. Parce que les gens, tu vois, ça veut dire qu'ils ont écouté le podcast attentivement, ils sont allés jusqu'au truc, ils sont allés dans la description, ils ont rempli le formulaire, etc. Donc là, on est plus sur les 600, on est plus sur 30-40% de taux de personnes vraiment qualifiées. Donc en plus d'avoir beaucoup de candidatures rapidement, tu es en train de nous dire que vous avez pu choisir qui vous vouliez. Exactement. C'était l'intention. Ok, magnifique. T'es content, j'imagine? T'es content de la sélection? Très content, ouais. Très content, ouais. On a des gens... de très haut niveau? Ouais, on a des gens très des profils totalement différents? Complètement différents. Okay. On a par exemple une milliardaire japonaise, on a un des hommes les plus influents d'un pays, un gros pays. On a le CEO d'une boîte qui est très controversée, qui fait partie des premières licornes françaises. On a des profils qui sont incroyables. On a des mecs qui ont des boîtes qui valent plusieurs milliards. On a d'autres qui ont vendu leur boîte à plusieurs reprises, plusieurs centaines de millions. Est-ce que tu as été surpris des profils? Parce que là, du coup, tu as passé un step. Là, tu te retrouves à avoir des top profils internationaux. Ouais. Est-ce que tu t'y attendais? Ou est-ce que tu es surpris quand même de... Quand tu t'associes ton image à Oussama Ammar, tu associes quoi que ce soit à Oussama Ammar, qui est devenu vraiment un très proche, très bon ami, tu t'attends à tout et à rien à la fois. Donc, tu sais qu'il y aura à un moment donné, il y aura de la magie qui va s'opérer. Et il a beaucoup de force, de super pouvoir. Mais l'un de ses plus grands super pouvoirs, c'est sa capacité à s'entourer de personnes aussi riches, mais pas riches uniquement dans le compte en banque, mais riches de par leurs compétences, intellectuellement, mais aussi émotionnellement, humainement, dans leurs différences, dans leur singularité, et partout dans le monde. Mais aussi différentes les unes des autres. C'est-à-dire que, tu vois, souvent, il organise des repas ou des choses comme ça, chez lui ou ailleurs. Et c'est quelqu'un qui aime profondément réunir les gens. Tu vois, exemple, tout bête, hier soir, mon event, 250 personnes, 230 personnes, etc. Donc c'est cool, on passe tous un bon moment. Oussama n'était même pas à Paris, il est venu justement parce qu'il savait que c'était important pour moi et que ça ferait plaisir aux gens de le voir, etc. Parce qu'il a aussi contribué à mon livre, il a préfacé le livre. Il vient, c'est cool, machin. Et au final, on avait une réservation à Matignon juste après, donc un restaurant sympa. On a une réservation pour 6-7. Et on arrive, on est 11-12 parce que justement il a kiffé 2-3 personnes, il les ramène et autres. Et après, bon bah voilà, ça passe plus parce qu'à cette heure-là, un vendredi soir, Matignon, bah non, désolé, c'était il y a 1 heure votre réservation, puis vous êtes 12 au lieu de 7. Donc on a dû trouver une autre alternative. Mais tu vois, donc
c'est quelqu'un qui aime justement partager. Comment être tu fais entouré. pour avoir des connexions comme ça? Comment tu fais pour réussir, pour celles et ceux qui nous écoutent, à justement arriver à Oussama Ammar, qui est aujourd'hui avec toi, avec Yomi, de par ce qu'on voit sur Internet et ce qu'on connaît, vous faites partie des top 15, top 20 entrepreneurs français, peut-être même top 5 si on parle Oui, top uniquement 5, de ouais. l'infoprenariat, mais si on parle des startups et de l'écosystème, au moins top 20, top 50 des grosses têtes françaises. Comment tu fais pour arriver là à ce niveau-là en l'espace de quasiment un an? Il y a un an, on s'est croisés. Ouais. Je trouve que tu as explosé en un an, même si tu avais peut-être été déjà en belle phase de croissance. Là, je trouve que tu es encore à un autre game. Comment tu as fait? Écoute, à défaut de te décevoir, déjà, le premier point pour moi, c'est que, je ne suis pas allé chercher ces gens-là. Tu vois? En fait, déjà, il y a l'environnement. À Dubaï, j'habite à Dubaï, donc tout le monde est un étranger dans ce pays, finalement. Tu vois, on est tous des expatriés. Donc, naturellement, ça crée... Pour rappel, 90% de la population, dis-moi si je me trompe, est étrangère. C'est ça. Même plus, bientôt. Ouais, même plus. Je crois que c'est 12 ou 13 expats pour un local. Ok. Tu vois, Ouais, donc ça a encore augmenté. Ouais. Et sachant qu'en plus, 70% des expats, c'est indiens, pakistanais, philippines et un autre pays, je ne sais plus lequel. Mais il y a très peu même d'Européens, etc. D'accord. Il y en a de plus en plus, des Français aussi. Mais c'est des petites communautés qui sont dispersées. Du coup, tout le monde se connaît très vite. L'avantage, c'est que le bon comme le mauvais se diffuse très vite. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 Français, tu sais qu'il ne faut pas forcément être trop près d'eux. Tu vois, tu as 2-3 escrocs, 2-3 scammers, 2-3 gens pas sérieux. Donc, il faut faire attention. Mais du coup, pour les autres, ceux qui veulent faire des choses sympas, tout le monde se connaît. Donc, à un moment donné, tu vois, étant à Dubaï, étant dans l'industrie du business en ligne, connaissant aussi très, très, très bien Yomi. Yomi, pour la petite histoire, tu vois, je le connais depuis quasiment qu'il a démarré. Les premières vidéos, parmi les premières vidéos qui l'ont fait péter, où il a fait une sorte de partenariat avec Léo, quand Léo a quitté le marché, t'avais Yomi, Léo qui était là dans la salle, la caméra qui était là, et moi j'étais juste là en train de bosser, et j'étais tout fier en amont de montrer à Yomi que je dormais sur un transat avec une doudoune dans mon bureau, tellement que je charbonnais et que j'optimisais ma vie. Ça l'a marqué au point qu'il en parle encore, tu vois. Et je me souviens, on en parle dans mon podcast d'ailleurs quand il est passé, tu vois. J'avais visité ses locaux à Lausanne et on discutait encore et il me disait, ouais, tu penses que c'est possible de faire plus de 200 000 euros par mois? Et quand tu vois l'ascension qu'a eu Yomi, franchement, j'ai un respect énorme pour lui d'une part, mais surtout, il n'y a pas 1% ou 0,1% des résultats que Yomi a aujourd'hui qu'il ne mérite pas. Parce que vraiment, de A à Z, il a été un chef d'orchestre de son business et de sa vie et il a mérité chacun des résultats qu'il a, tu vois. Donc voilà, il y a ce truc où... On peut comparer dans une mesure peut-être un tout petit peu différente, mais quasiment ton ascension. Je dirais juste que toi, tu as un profil plus discret et plus back. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu as une ascension qui est fulgurante et qui s'inscrit dans la continuité de celle qu'a pu connaître Yomi. Sauf que toi, tu te mets moins sur le devant de la scène et j'ai plus l'impression que tu es, encore une fois, en back pour aider les startups. Parce que les gens le savent peut-être pas, mais tu es investi dans un nombre de startups incalculable. Ouais, non, c'est clair. Après. Et des réussites aujourd'hui, il y en a une que tu as citée il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'on peut. Enfin, je sais pas si on peut donner des noms d'entreprises, mais en tout cas, il y en a qui sont des belles réussites aujourd'hui. Dont tu fais partie. Ouais, tu penses à laquelle là, en l'occurrence? Je peux la citer? Ouais, bien sûr. Madeo par exemple. Ah oui, bien sûr, on peut la citer. Ouais, Madeo. T'es au capital de combien de boîtes aujourd'hui? En ce moment, parce que j'ai fait un gros nettoyage. Petit arbitrage. Ouais, un gros arbitrage nécessaire. On va dire où je suis vraiment engagé, une dizaine. Ok. Une dizaine, D'accord. tu vois. Donc ça va, ça reste très raisonnable. C'était beaucoup plus à un moment donné et t'as dit. Donc, tu as deux facettes, c'est-à-dire une facette où tu travailles toi, ta propre image et ton personal branding. Ouais, et une facette entrepreneurs.com, où tu aides les autres à réussir. Clairement. Et j'ai l'impression que cette dernière année, tu t'es un peu plus concentré sur peut-être toi, alors qu'auparavant, tu étais peut-être plus concentré sur les autres. Non, les deux. Les deux ont avancé ensemble. Les deux. Okay. Les deux, on en parlera, mais pour terminer la réponse avec Oussama, Oui. ça s'est fait naturellement, tu vois. Tu crées un environnement global, donc
géolocalisation et entourage qui fait que c'est propice à ça. Et un jour, tu vois, complètement par hasard, je me retrouve chez lui pour fêter son anniversaire. Ok. Alors que je le connais pas forcément, tu vois. Et je suis vraiment assis, je suis à une table. Donc on s'était croisés avant, puis on a des gens qu'on connaît, etc. Mais je me retrouve assis à une table, au bout de la table, avec ma copine à côté, un pote de l'autre côté, et un autre en face. Et sur la table, vraiment, on était genre 15, tu vois, maximum 10, 15, dont certains qui sont ses amis les plus proches depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus pour certains. Et qui ont tout vu, tout connu avec lui dans son parcours, parce qu'il a un parcours extraordinaire. Et ouais, moi je suis là. Limite, je dis pas, je parle pas de la soirée avec lui directement, parce que pour moi c'est un moment qui est sacré. Tu vois, c'est son anniversaire, il est avec tous ses proches. Et d'ailleurs, on en a rigolé parce que le 25 septembre, on va fêter le lendemain du mastermind son anniversaire ensemble. Et je lui ai dit, et il m'a invité. Et je lui dis, cette fois, c'est une invitation officielle. Tu vois, parce que la première, c'était vraiment genre, j'arrive ici, c'est des potes qui m'invitent et autres. Puis après, on s'est recroisés, on s'est vus. Et puis, il y a eu pas mal de choses qui fait que, en fait, ça a si bien marché et matché parce qu'en fait, je m'en foutais, en fait. Tu vois, je suis pas intéressé. T'étais pas intéressé. Totalement détaché. En fait. C'est ça. Et la plupart des gens qui vont peut-être même poser cette question ou se dire comment je peux approcher Oussama ou X ou Y personne ont une intention de faire du business. Moi, Oussama, je me suis juste dit. Tu aimais bien ce qu'il faisait et tu t'es dit si on je me suis juste dit le mec a l'air cool. Pour toi, c'est du bonus en fait. C'est ça. C'est du bonus. C'est du bonus parce que j'ai déjà ma vie, j'ai déjà mes trucs, j'ai déjà mon réseau, j'ai déjà. Donc c'était que du bonus. Et je me dis, j'ai l'air, ça fit bien, il a l'air trop cool, sympa humainement. Et puis aujourd'hui, on discute quasi tous les jours. Il peut compter sur moi, je peux compter sur lui. Et c'est un mec extrêmement généreux, extrêmement sympa. Et moi, ce que je retiens quand même, un petit tips quand même de ce que tu as dit, c'est que Dubaï, ça fait quand même un peu la différence en termes de connexion, réseau, un grand village, rencontres, etc. Incroyable. C'est incroyable. Tu parlais du podcast avant. Ouais. Si j'étais dans la Creuse, le déclic, toute l'énergie que je veux, ce serait pas le déclic. Dubaï, c'est the place to be, c'est un hub où n'importe qui peut venir. Et on en parlait, tu me disais, mais du coup, les gens viennent à Dubaï pour l'épisode. Je dis, ouais, ils prennent même l'avion juste pour un épisode. Mais tu vois, si tu dis à quelqu'un, prends l'avion, viens... c'est toi qui payes l'avion ou pas si t'invites? Ou c'est eux qui payent? Non, c'est eux qui payent. Ok. Ouais. Il y a eu une personne qui voulait que je lui paye l'avion, l'hôtel, le machin, le truc. Ouais. J'ai dit, oh non. Tant pis. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, dans quelques mois, tu m'écriras un email pour me demander de venir et tu payeras toi-même ton billet d'avion. Et là, on pourra négocier, peut-être même que je te ferai payer. Je connais Amaury, il veut savoir qui c'est. Hein? Il veut savoir qui c'est Amaury. Non, je peux pas. Ça va, non, je suis pas. Non, je peux pas. Mais tu vois, mais en plus, j'ai dit ça en rigolant, c'est même pas avec de l'animosité parce qu'on s'entend super bien. Mais voilà. Il y en a juste une fois qui est vraiment, lui, le jour où il me demande de passer, lui, je vais lui faire payer cher. Ah ouais. Tu peux nous dire pourquoi? Ouais, parce que c'est un pote qui tu vois, quand tu démarres un podcast, tu as besoin de gens qui vont te donner de la force. Des noms, tu vois, c'est important, tu le sais. Et tu vois, typiquement, j'ai pu compter sur des gens comme Oussama Ammar, comme Yomi Denzel, comme Tougan Barra, comme Lucas Biver, comme plein d'autres que j'omets de citer ou autres, qui voilà, m'ont donné de la force. Ou là, par exemple, on passe une next step. Moi, je connais très bien depuis des années Tammy Cabage, David Laroche, Max Piccinini, d'autres acteurs du marché ou d'autres gros entrepreneurs qui ont des noms sympas, ou même beaucoup de gros entrepreneurs de la place parisienne ici. Et je vais créer un studio ici en novembre, justement pour pouvoir enchaîner une quinzaine d'épisodes pour avoir de l'avance, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Dubaï pour différentes raisons. Là, tu vois, comment dirais-je, ces gens-là, tout de suite, m'ont dit avec grand plaisir. Tu vois, avec grand plaisir. T'as déjà eu un refus?
bien sûr. Ouais, T'as déjà demandé à des personnes qui t'ont dit non, je veux pas venir? Ouais, j'ai même eu, comme je te dis, j'ai eu un tout début, quand tu as besoin de gros noms, t'as un pote qui me dit littéralement, ah ouais, on peut commencer à en parler, je crois, à partir de 20, 30 ou 50 000, tu vois. Un pote, tu vois. Connu en plus, connu de la place. Et alors que ce même mec, je l'ai sauvé de 2-3 douilles, je lui ai donné des conseils. On a passé des moments ensemble, des soirées ensemble. Demain, il m'écrirait pour que je C'est un peu la l'héberge. leçon de ce podcast. C'est ouf. C'est un peu la leçon des podcasts. Nous, on a aussi le même sentiment. C'est que tu découvres aussi des personnalités. Je trouve, je sais pas si c'est ce sentiment-là aussi, mais il y a des sentiments-là, il y a des personnes que du coup tu découvres par l'intermédiaire de podcasts parce que tu vois qu'en leur proposant, tu vois les amis qui vont t'aider. Il y a des gens, nous, on a une personne, je le cite à chaque fois, mais tu vois, Emric Hamlin, par exemple. Au début, je lui avais dit, j'étais peut-être pas hyper fan, et plus je le vois, plus je l'apprécie. Et c'est l'une des personnes qui nous a recommandé au plus de monde, qui nous a ouvert le plus de portes, etc. Alors qu'il paraît pas comme ça, tu vois. Emric, c'est une personne extraordinaire. Incroyable. J'ai bossé avec lui, il est extraordinaire. Même toi, tu vois, je t'ai envoyé un message direct. Tu m'as dit, je suis chaud. T'as même pas à chercher midi à 14h, t'as été hyper sympa, alors qu'on s'était pas parlé depuis 6-8 mois, tu vois. Ouais. Donc ça révèle des personnalités, je trouve, quand même. Déjà, il y a deux choses. Tu fais pas à quelqu'un ce que t'as pas envie qu'on te fasse. Voilà, moi, encore une fois, je suis personne, j'ai eu une petite réussite sympa et on met en place des choses cool et ça va continuer à avancer, mais c'est rien par rapport à la suite. Et je me dis, bon, tu lances ton podcast, vous faites des choses super, c'est chouette, tu me vois monter, tu me vois comme une opportunité en termes de name dropping et des choses comme ça, et puis il y a des gens qui en veulent en savoir plus. Si j'étais à ta place, est-ce que j'aimerais que, on me snob, qu'on me réponde pas, qu'on me dise oui, non. Voilà, je te dis oui. Par contre, je te dis oui, mais ça va être chaud niveau planning. Il faut qu'on trouve un truc. Donc voilà, on a trouvé différentes alternatives. Puis là, on se retrouve le lendemain d'un event. Ouais. Tu vois, hier, ça aurait pas été possible. Hier, j'en ai enchaîné 3, par exemple, plus l'event, plus tout ça. Donc voilà. Mais après, tu dis oui à tout le monde aujourd'hui ? Non. Ouais. Je dis pas oui à tout le monde parce que tu peux pas dire oui à tout le monde. Par contre, je réponds à tout le monde, je suis poli avec tout le monde, je considère tout le monde et j'essaie d'arbitrer. Mais tu peux pas dire oui à tout le monde parce qu'aujourd'hui il y a tellement de gens. Et puis tu vois, toi je connais ton sérieux, nous deux on se connaît un petit peu, enfin on se connaît pas vraiment, mais à part aujourd'hui et voilà, peut-être qu'on s'est déjà croisé ailleurs, je sais pas. Non. Tu vois, désolé si t'imagines genre, mais oui on s'est déjà vu 6 fois. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je connais ton sérieux, je sais que t'es un mec engagé. La preuve, là je regarde ton podcast, il y a déjà une 20aine d'épisodes, il y a des invités sympas, le contenu c'est réfléchi, il y a une vraie trame édito. La plupart des gens, faut le savoir, 95% des podcasts qui sont lancés aujourd'hui ne s'arrêtent au bout du 3e épisode. C'est des statistiques officielles. On a eu la stat effectivement dans le podcast de Yomi. Voilà, c'est 90% des podcasts ne dépassent pas 3 épisodes. C'est ça. Et tu es dans le top 1% quand tu as dépassé les 20 épisodes. Donc nous rentrons officiellement aujourd'hui. Dans le 1%. C'est le 20e épisode là ? Ouais. Purée, je suis le 20e. T'es la stat. C'est officiel. Justement, t'as raison de dire, parce qu'on a cette trame, et c'est évidemment tellement intéressant de t'écouter que du coup, on se laisse embarquer par le discours et par tout ce que tu nous racontes. Mais il va falloir qu'on revienne à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. Sauf si, dis-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on a oublié quelque chose que tu fais aujourd'hui ? On a quand même, en parlant du livre, en parlant d'une mastermind, d'entrepreneurs.com, de ton accompagnement de startup, on a déjà fait le tour, où il y a encore autre chose que tu fais que tu nous as pas dit aujourd'hui avant que tu nous développes ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. Alors on a parlé de mon compte OnlyFans également. Non, je plaisante. Ça aurait pu, hein. Moi j'ai cru, hein. Ouais, j'ai vu que t'as douté. Envoie le lien. On va mettre un lien affilié. Non, plus sérieusement, je réfléchis. Entrepreneurs.com, il y a eu un gros virage. Ouais, on arrête d'accompagner les débutants, on s'attaque que aux avancées. Le consulting à côté. Le mastermind, les boîtes. Tu fais du consulting à la commande, c'est-à-dire qu'on vient te voir et c'est quoi, c'est à l'heure, comment ça fonctionne ? J'ai 3 offres de consulting, elles sont très simples. C'est un audit, ça prend à peu près 1 semaine. Okay. Un autre, c'est sur 3 à 4 mois selon ton business model où je t'accompagne. Tous les 7 à 10 jours, on fait le point sur ton business. C'est toi personnellement ? Ouais, c'est moi personnellement. Okay. Et puis un autre, c'est mentoring, c'est plus après le consulting où on fait du suivi. Le truc, c'est que, comment dirais-je, j'ai beaucoup de sollicitations
et c'est plus moi qui choisis plutôt qu'autre chose. Parce qu'en fait, si tu veux, je vends mon temps contre de l'argent quand je fais ça, et du coup, je choisis sous plusieurs critères, notamment le feeling, les opportunités convergentes et qui peuvent découler. Et en fait, souvent, les consultings sont la porte d'entrée d'autres opportunités d'entrée au capital. D'ailleurs, ma dernière entrée au capital, c'est à l'issue d'un super consulting qui s'est passé excellemment bien et que dès le premier jour, dès la première rencontre avec le mec où j'ai bu un café avec, je savais voilà, il avait du gros potentiel. Si je l'accompagnais, il pétait. Et qu'ensuite, s'il pétait, on pouvait bosser ensemble plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on peut dire qui c'est ? Ouais. On t'écoute. C'est Edouard Claire avec Inved. C'est un influenceur, entrepreneur, investisseur suisse. Extraordinaire, gros potentiel, qui a explosé tous les scores, d'abord sur Instagram, TikTok, etc., qui a été l'un des premiers justement à démocratiser l'investissement immobilier en Suisse. Il a lancé son premier webinaire, il le lançait quand on s'est rencontrés, il l'a lancé au pire moment, genre entre Noël et Nouvel An. Son Webi était éclaté au sol. Il s'est vidé une bouteille d'eau sur le pull tellement qu'il était stressé en plein Webi avec un pull gris, donc ça se voyait bien. Sa phase de vente, elle était nulle. Il n'a pas répondu aux questions-réponses. Ça a duré une demi-heure. Ça a bugué. Il s'est reconnecté. Vraiment tout ce que tu peux mal faire. Et pourtant, tu vois, il a explosé les chiffres. On parle d'un Webi à 6 chiffres encaissés à l'issue. C'est pour dire le niveau d'engagement qu'avait sa communauté et le potentiel qu'il y avait, et ça je l'ai su dès le début. Donc quand je l'ai rencontré, il n'avait pas encore fait son Webi, et à la suite du Webi je lui ai dit voilà, ça a confirmé. Il avait mis en place 2-3 trucs que je lui avais dit pour sauver les meubles lors de ce petit café Starbucks, et je lui ai dit maintenant on peut bosser ensemble, chose qu'on a fait. Donc on a bossé ensemble d'abord 3 mois, on a explosé les scores, et là aujourd'hui du coup on travaille ensemble de manière plus intense, on est associés ensemble, et ça continue à évoluer, à bien avancer. Il a même fait une conférence, un des premiers en Suisse à avoir fait une conférence physique, où au début il pensait même pas que c'était possible, et finalement les gens ont fini debout. Il y avait plus de 300 personnes dans la salle, une conférence payante, hein. Donc c'est assez dingue. Il a créé un mastermind, il a créé tout un écosystème de produits. Là on est en train de mettre en place de jolies choses avec un autre écosystème de société pour aller plus loin dans l'investissement. Donc ouais, non, franchement, c'est ce genre de personnes avec qui j'aime travailler. Tu vois, c'est des bonnes valeurs, carrées, une volonté de bien faire, de la légitimité. Et ouais, j'ai la chance, incarnant ça, d'attirer ce genre de personnes. Tu vois, si j'étais un loupard qui montrait juste des Lambeaux, des liasses de billets, qui faisaient que du lifestyle et autres, mais vu que je suis pas du tout. T'es pas dedans, hein, du tout. Hein. Je suis pas du tout dans ça. On t'a déjà vu avec une Lamborghini ou un machin T'as déjà fait ça, toi? J'ai fait à un moment donné, la personne qui gérait mes réseaux voulait un peu que je fasse ce genre de choses. On a essayé à faire 2-3 trucs, mais tu vois, je préfère une petite McLaren. Pas en face. Donc j'avais plutôt pris la petite McLaren, mais j'étais pas trop en face parce que c'est pas moi. Tu vois, dans mon quotidien même, moi je suis pas comme ça. Tu vois, je suis très. T'es un mec de la terre. Je suis un mec. Tu nous l'as dit au départ. C'est ça. Et puis même, tu vois, moi j'ai une petite vie tranquille. Je sors pas en boîte, je dépense pas beaucoup d'argent. Ça c'est vrai. On a fait une boîte l'année dernière et t'étais parti très tôt. Ah mais ouais. Et en plus j'y suis allé juste pour faire plaisir à l'organisateur. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais moi, c'est pas. T'es pas du tout sorti soirée, etc. Non. Bon, on y vient. C'est quoi ton premier souvenir entrepreneur? C'est vrai qu'on part dans tous les sens. J'aime bien cette discussion là. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure. Mais c'est cool. Mon souvenir, c'est quand tu m'as posé la question direct, tu vois, je suis allé dans mes souvenirs comme ça. C'est. J'ai hâte de savoir. En Suisse, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse, t'as un truc qui s'appelle le passeport vacances. C'est en gros, tu payes un certain montant, où tu fais des actions en amont pour avoir une sorte de capital, et puis tu as une liste d'activités pendant tes vacances pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas justement aller en vacances, et qui sont organisées par un truc qui s'appelle le passeport vacances, où dans ta région, ils vont te venir te chercher en bus, et puis tu vas faire une activité, tu vas faire un truc à la piscine, tu vas faire... Ça me parle, on doit avoir à peu près l'équivalent en France, ça me parle. Voilà. Ça me parle. Et du mais coup, c'est plutôt dans des zones défavorisées.
Ouais, si on veut. En France. En Suisse, je sais pas si c'est l'équivalent, mais. Je dirais pas défavoriser, c'est plus, voilà, si t'as pas l'opportunité de pouvoir aller en vacances, pour X ou Y raison, que ce soit financière ou. Tu te les crées par cet intermédiaire. Tu te les crées par ça, ouais. Et du coup, moi, je voulais faire le passeport vacances. Ok. Et t'as des options. T'avais quel âge? Ouais, je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça. Et 12-15 ans, peut-être moins même, je sais pas. Et du coup, je devais vendre des pins et vendre des tablettes de chocolat et vendre des trucs. Mais je prenais ça tellement à cœur, c'était incroyable. Genre, et il y a dans la ville où j'étais, donc où j'ai grandi, ça s'appelle Avenches. C'est dans le canton de Vaud, c'est une petite ville où maintenant elle a bien grossi parce qu'il y a Nespresso qui s'est implémenté, Vago qui s'est implémenté, c'est des grosses boîtes et du coup ça attire beaucoup de nouvelles personnes, mais à l'époque il y avait 1500-2000 habitants, tu vois. Et du coup dans cette ville il y a un truc qui fait que tous les étés tu as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent. En fait c'est l'ancienne capitale des colonies romaines en Helvétie. Avenches, ça s'appelait Aventicum, et il y a donc toutes des ruines romaines dont un immense amphithéâtre au centre. Et dans cet amphithéâtre énorme où il y avait des gladiateurs, des combats, des trucs, ils rénovent à chaque fois, enfin ils mettent des estrades, des trucs, et ils ont créé Rocco's Arena. Et ils ont créé aussi différents concerts. Et là, tu as des dizaines de milliers de personnes, mais tu as eu Bob Sinclair, David Guetta, Marilyn Manson, Eminem. Tu as eu vraiment tout profil en plus. Tout profil, Oui, tu de vois. tout, Tout profil, du rap, du rock, du metal, tout ce que tu veux, de la house, tout ce que tu veux pendant toutes ces années. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est d'actualité. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent dans une petite ville paumée en Suisse. Tu vois, c'est incroyable. Ouais. Et à ce moment-là, donc moi, je montais en ville avec mon sac à dos, ma banane, mes pins et mes trucs, et j'essayais de closer. Sauf que, tu vois, je remets dans le contexte, j'ai 12-15 ans, avec mes petites lunettes, je sais pas m'exprimer, je suis une victime à l'école, mais j'ai tellement envie de pouvoir m'offrir une petite activité pendant les vacances que je le fais, tu vois. Donc c'est ça, en fait, ma première perception d'expérience entrepreneuriale, parce que finalement tu es seul face à toi-même et tu dois performer et tu dois aller faire le truc. Et du coup j'étais plutôt bon dans ça. Puis après j'avais commencé même à réussir à déléguer. Donc chef d'entreprise. Ouais, tu sais, j'avais donné 2-3 pins. Tu des copains? Des copines, parce que je voyais que ça marchait mieux avec les filles. Du coup, donc moi ça marchait pas du tout avec les filles, mais par contre les filles vendaient bien. Donc je pense, tu vois, j'étais plus la nuance. c'est ça. Et du coup, ça vendait mieux. Donc j'avais 2 copines. Je me souviens encore de leur prénom et tout. Et du coup, elles, je leur disais, ok, tiens, tu vas vendre des pins, tu fais comme ça, tac, tac, tac. Puis après, on se retrouve ici, et puis tu me donnes les sous, et puis je te donne ta commission, puis machin. C'était stylé, tu vois. Un vrai manager déjà, en fait. Ouais, si on veut, mais je n'avais même pas conscience de ce mot-là. Et du coup, j'avais fait ça. Le concert, c'était quoi? T'en avais plusieurs dans l'été? T'allais à chaque concert? Une semaine. Une semaine? Ouais. Tous les jours? Tous les jours. Ok. Ouais. Tu te souviens combien t'as gagné ou pas? Non, c'était des sommes dérisoires. Ouais, dérisoire. C'est quelques dizaines de francs, quelques dizaines d'euros. Tu vois, peut-être aller 100 balles. Mais c'était énorme pour moi. Ouais. T'as pas de sous, pas d'argent de poche. Ma mère, elle me donnait pas d'argent de poche. On n'était pas défavorisés, mais voilà, on n'était pas riches. Ouais. Et c'était pour moi juste le truc de les vacances. Je veux dire, waouh. Est-ce que je vais pouvoir juste aller à la piscine, ou est-ce que je vais pouvoir faire l'acrobranche, ou est-ce que je vais pouvoir faire le karting, tu vois. Et c'était T'as fait les 3? Je sais même plus. Mais je sais que j'ai fait des trucs sympas. J'ai fait un truc, par exemple, c'était ouf. Je suis allé récolter le miel des abeilles. Tu vois, c'était des activités comme ça. Excellent. Tu vois. Et là, j'étais trop fier. Je me disais, waouh, c'est grâce à ça. C'est pour ça que j'ai vendu ces pins, tu vois. Donc, c'est notre combat. C'est ça. Tu vois, il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Comme quoi. Ouais, un ours au pays du miel. Ok, bon alors la suite, du coup on va, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tes premières étapes d'entrepreneur? Parce que là tu me parles de ta première étape, mais ensuite du coup tu as eu ces pins, tu avais entre 12 et 15 ans, tu l'as peut-être fait plusieurs années d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu sais plus exactement quel âge. Ouais, c'est ça, je dirais 3 années. 3 années, donc du coup arrivé à 15 ans, est-ce que tu as d'autres souvenirs entrepreneuriaux, d'investissement? Qu'est-ce qui se passe avant de lancer les premières étapes qui sont celles post-usine, création d'agence? Est-ce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui se fait entre-temps? Ouais, il y a ce fameux truc où tu tapes sur internet comment gagner de l'argent. Ouais. Et donc en fait moi j'étais dans les jeux vidéo et t'étais bon? Ouais.
Parce que tu parles pas mal des jeux vidéo, t'as fait des compètes et tout ou... Bah, disons que quand tu joues 12 à 18 heures par jour pendant près de 10 ans, Normalement, tu progresses. heureusement, si je te dis non, je t'ai éclaté au sol. Là, c'est problématique. Faut T'étais vraiment... bon sur quel jeu? Plusieurs jeux, j'avais des phases, tu vois, t'as les FPS, donc les jeux de combat à la première personne, type Call of Duty, Battlefield, CS, mais c'était surtout Call of Duty, PC et console. J'ai beaucoup joué aussi à FIFA à un moment donné, donc jeux de foot, mais pas trop ça, j'étais pas trop fan. Et après, c'était surtout Dofus ou des MMORPG, genre Guild Wars ou d'autres, mais Dofus surtout, où là j'ai joué énormément. Comment on joue 18 heures par jour? On va pas à l'école? Ouais. Ok. On fait que ça. On fait que ça. Non, T'es vraiment. un passionné, toi, en fait. Quand t'aimes quelque chose... Je suis pas passionné, je suis extrême. Ok. C'est vraiment ça qui me Ça te caractérise. caractérise. Et on gagne de l'argent quand on fait 18 heures par jour ou pas du tout? Ouais, je gagnais de l'argent. Ok. Et on monétise comment? Alors, en fait, si tu veux, donc c'était illégal. Hein. Tu pouvais pas faire ça ni par rapport aux conditions générales du jeu, ni par rapport au fait de l'activité en tant que telle. Donc, j'espère que ça me portera pas trop préjudice parce que j'ai vraiment envie d'inviter le fondateur de Ankama Games lors d'un épisode du Déclic, parce que j'adore leur histoire, j'adore l'énergie du mec et ce jeu a forgé aussi ma personnalité. Mais du coup, si tu veux, comment je faisais, moi j'avais différents personnages, donc tous niveau max du truc, donc 200. Après ils ont par la suite créé d'autres mises à jour qui fait que tu peux aller plus de 200, mais j'avais déjà arrêté le jeu. Et au bout d'un moment, voilà, quand tu as atteint le niveau max, quand tous tes équipements sont les meilleurs, avec les meilleurs trucs FM, donc c'est des trucs, des termes du jeu, et que tu as battu tous les monstres, tous les donjons, tous les trucs, tu as toutes les ressources et tout, dans le jeu, tu fais du commerce. Tu as des métiers, tu fais du commerce. Donc moi, je faisais beaucoup de métiers, beaucoup de commerce. Après, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire du power leveling, donc aider les joueurs débutants à monter plus rapidement, etc. Et tu peux être rémunéré pour ça. Et tu peux être rémunéré soit par l'argent du jeu, qui s'appelait les Kamas à l'époque. Donc tu avais une monnaie interne? Monnaie interne du jeu, soit directement cash. Exemple, tu me dis, je veux monter niveau 200, occupe-toi-en, ok, je te le fais tout ce week-end, c'est 50 balles. Donc ça, théoriquement, c'est pas forcément agréé par les CGU, mais voilà. Et après, du coup, tu as autre chose, c'est que cette monnaie du jeu, tu peux la vendre. Ouais. Exemple, tu veux 1 milliard de Kama, ok, je sais plus combien ça coûtait, je crois que ça coûtait 3, 4, 5 euros le million, donc tu fais le calcul. J'avais des copains qui me disaient qu'à cette époque-là, je sais pas si tu étais sur la même trend ou si tu avais encore réfléchi à un business qui faisait que tu gagnais plus. En gros, ils étaient comme toi, fans, hyper fans, avec parce qu'on doit avoir 4 ou 5 ans d'écart. Du coup, un petit peu après toi, mais ils vendaient des Kama et ils arrivaient à produire pour 10 euros de l'heure à peu près, de Kama. Ouais. C'était ta trend aussi, toi, tu te souviens ou... S'ils faisaient 10 euros de l'heure, c'est que c'était il y a quand même, c'était au tout début. Parce que les Kama, en fait, au départ, ils valaient très cher. Parce qu'il y avait vraiment, il y a une économie alternative. Hein. Il y avait des sites, tu vois, je vais pas les citer ici parce que ces sites existent encore et ça porte préjudice au jeu. Mais il y a une économie alternative avec ça où justement ça a cassé un petit peu le jeu, même si les équipes internes ont beaucoup travaillé dessus. Des armées de bots. Donc des logiciels automatisés qui venaient générer du Kama justement pour pouvoir les revendre ou pour pouvoir faire du power leveling. Donc forcément le prix a baissé. Le prix a baissé mécaniquement parce qu'il y avait trop d'offres. Voilà, des bots chinois ou autres qui voyaient qu'il y avait énormément de demandes. Donc l'offre a mécaniquement augmenté parce qu'il y avait une opportunité financière. Donc voilà globalement, et ça m'a offert... ça m'a inculqué un peu l'entrepreneurial business. Donc comment jouer 18 heures par jour? Très simple. Je jouais tellement, si tu veux, que lorsque le week-end, tu vois, je dormais pas ou très peu, je vivais avec mes écouteurs, j'avais un bruit sourd toute la journée, comme ça, tellement qu'il y avait du bruit dans mes oreilles tout le temps. Ouais. Lorsque je ressortais du week-end le lundi, le simple fait de voir le soleil, mais même pas le soleil, juste le ciel ou autre, ça me brûlait les yeux, ça me faisait mal à la rétine tellement que j'avais été devant mes écrans H24, c'est pour te dire. Et voilà, c'était non-stop jusqu'à même à un moment donné où là je me suis dit oh putain, il faut quand même, c'est un peu chaud. J'étais grand, tu vois, mais tellement que j'étais hypnotisé par le jeu
que je me suis rendu compte un jour que je m'étais littéralement pissé dessus parce ouais que je m'étais pas rendu compte que je devais aller aux toilettes. Oh, c'est ouf. C'est ouf, tu vois. C'est pour te dire à quel point j'étais extrême et hardcore dans le truc. Donc voilà, c'est arrivé qu'une seule fois. Je vous rassure, je suis pas incontinent. Il va rien se passer dans cette pièce. Mais c'est pour dire, tu vois. Et par contre, ouais, quand tu vois, typiquement une anecdote, lorsque j'allais à l'école, l'école c'était de genre 9h du matin à 15-16 heures. C'était l'école encore. Donc je jouais jusqu'à 15h30 à minuit, 1h du matin. Même des fois, je me levais la nuit en cachette pour continuer à jouer. Mais dis-toi, des fois, le midi quand je rentrais en courant, pas pour manger, mais pour jouer encore. Et des fois même, lorsqu'il y avait plusieurs sessions, il y a une pause avant la dernière session, avant midi, tu vois, mon cerveau était tellement conditionné de faut vite rentrer pour autre. Des fois, avant la session, donc genre à 11h plutôt qu'à midi, quand la cloche sonnait, je pensais que je courais chez moi en fait. Et là, je recevais un appel ou un message où ma mère disait mais je comprends pas pourquoi t'es rentré. Il est 11h15. Pourquoi et la merde. Donc je recourais à l'école, tu vois, et j'arrivais du coup en retard, en sueur, en mode désolé, j'ai cru que c'était midi, tu vois, comme un débile. Et c'est tellement que et là, t'avais quoi? T'avais 16, 17, 18 ans? Ouais, on va dire c'était de la phase. C'était de la phase de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans presque. Et tu te sens comment à cette époque de ta vie là? Parce que là, on te voit, tout va bien, la vie est belle, t'es souriant. Ouais. T'es comment à cette époque? T'es souriant, t'es un peu renfermé? Je suis renfermé, je suis pas confiance en moi, je suis pas souriant. En fait, je me réfugie dans les jeux vidéo parce que j'aime pas ma vie. Et parce que je me sens vivant plus dans une vie virtuelle que dans la vie réelle. Et du coup ouais, c'est une phase. Tu penses que c'est équivalent à une drogue à cette époque-là? Ah, mais complètement. Je suis drogué, je suis addict. Et on en sort comment? On en sort en remplaçant cette addiction par autre chose. Par une autre addiction? Par une autre addiction, par le travail, ouais. Okay. C'est vraiment ça. Du jour au lendemain, travail, muscu, ouais, j'ai switché complet. Qu'est-ce qui a le déclic? Si je peux me permettre. En fait, on te l'emprunte celui-là. Il y a plusieurs choses, je pense, ça s'est fait naturellement. En fait, il y a un truc qui est génial, c'est que dans le jeu, il y a eu pas mal de mises à jour. En fait, le jeu a beaucoup changé. Moi, j'ai joué, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, beaucoup pendant la session 1.29, la version 1.29. Donc, tout ce qui est la version 1. Et lorsqu'ils sont passés à la version 2. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et les vrais aficionados du jeu, les puristes, l'ont assez mal vécu. Ouais, après, on a parlé de ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as cette phase de rejet, mais après, tu es quand même addict, donc tu continues. Et puis, je me souviens... Dans ma façon de jouer, on était passé d'une façon à performer, kiffer le jeu, vouloir aller plus loin, vraiment vivre le jeu, à juste prendre des doses et faire n'importe quoi. Mais littéralement, tu vois. Genre, je me dis, oh tiens, ce serait cool de faire un élevage, faire un ci, faire ça. Enfin, voilà. Et je le faisais bien parce que j'avais une certaine réussite et de l'argent dans le truc, je pouvais faire les choses à grande ampleur, mais il n'y avait plus de goût à ça. Tes parents, ils te disaient rien? Mon père, je le voyais très peu. Ouais. Ma mère, c'était compliqué. Elle me laissait faire un peu ce que je voulais. Okay. Donc, non, elle savait que c'était pas forcément top, mais limite, elle préférait que je joue aux jeux vidéo, que j'aille traîner dehors ou des choses comme ça. Donc, non, elle me disait pas grand-chose. Ok. Du coup, on arrive en 2012-2013, là, à peu près? Non? Trop tôt? Peut-être 2010 plutôt. 2010, t'as 18 ans? Honnêtement, je ne sais pas te donner de date. Je sais pas te donner de date. Je suis de quelle année, 95. Peut-être 95. Ouais. Ok. Ah, tu vois, je te voyais plus vieux. Ouais, 28 ans. T'as eu 28 ans cette année alors? Ouais. Début d'année? Avril. Ok. Et donc, du coup, t'arrives en 2000. Ouais, si, c'est ça. On est en 2013. Du coup, les calculs étaient bons au départ. Ouais. Et donc là, tu vas commencer à switcher. Tu vas plutôt travailler, comme tu disais, mais toujours de manière extrême. Ouais. Parce que tu vas aller à l'usine la journée, et Dieu sait que l'usine peut être compliquée. Moi, j'ai fait 3 jours pour tester parce que j'aime bien tester quelque chose avant de pouvoir critiquer, mais critique dans le sens positif et négatif. La critique au sens large. Avoir mon avis, exactement. Et c'est dur, l'usine. Surtout quand on est un mec comme toi, Erwan, moi, d'autres, qu'on est peut-être, on a plein d'idées en tête, on a envie de faire plein de projets. Je sais pas si c'était déjà ton cas à ce moment-là, mais passer son temps à faire la même chose, c'est difficile. Ouais. Ça dure 2-3 ans pour toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, faut dire que je commence le MLM en 2014. Donc la phase... Tu commences par quoi comme MLM? VEMA.
Donc, c'était des boissons énergisantes. Ça marche bien direct? Ouais, ça marche bien, c'est cool. On en parlera si tu veux pour la petite anecdote, c'était rigolo. Mais en vrai, tu sais, quand je suis à l'usine, je suis un zombie. Genre, Tu débranches le cerveau. je débranche le cerveau, j'y suis 4 ans, tous les jours c'est la même chose, le même mouvement, le même truc. Je suis vraiment un zombie dans ma vie, dans tout. Je suis pâle, je suis maigre, je suis pas heureux. Tous les jours, je me dis est-ce que c'est ce jour que tu oses te jeter sous ce train? Je me lève à 5h45, j'ai le train à 6h11, j'arrive à 6h53 à la gare de Moudon. Je cours pour badger avant 7h, sinon j'ai des pénalités. Je fais mon truc, je mets mon bleu de travail, mes chaussures de sécurité et j'enchaîne. Tu vois, je fais ça tous les jours pendant 4 ans. Donc, et après encore, ce qui se passe, c'est qu'après, je fais le MLM, je fais mon service militaire, mais je prends la décision de repartir à zéro. Et du coup, je refais une autre usine, je retourne dans une autre usine, dans des conditions encore plus difficiles, encore moins payées, parce que j'étais avec Adecco, etc., en employé polyvalent et temporaire, pendant presque 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, pour justement me faire douleur et faire des sous et pouvoir après lancer ma boîte. Donc tu vois, il y a eu 4 ans plus 2 ans. Tu y allais en disant je fais ça pour lancer ma boîte? C'est ça. Okay. Donc il y a eu 4 ans plus 2 ans, ça fait 6 ans. Donc moi j'ai créé ma boîte en 2017 officiellement. Donc tu vois, ça fait... ouais. Du coup, tu as commencé à travailler à 16 ans? Ouais, exact. Okay. Parce qu'en Suisse, en fait, quand tu es un cancre à l'école, ce qui était mon cas, genre j'étais juste au-dessus, vu que j'étais dans les jeux vidéo, il n'y avait pas de sens à ma vie, etc. T'as ton bac par exemple quand même ou pas? L'équivalent. Ouais, j'ai le... Tu t'es arrêté au bac? Je me suis arrêté à l'examen final de l'école obligatoire, quoi. Puis ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle, je sais pas comment vous appelez ça, un bac pro, je pense, okay. c'est ça. Ok. T'étais en alternance en gros, ouais, à ça, partir de tes 16 ans. Sur 4 ans, tu vois. BEP ou bac pro. Voilà, j'ai eu ça. Et en fait, si tu veux, moi j'étais vraiment un cancre à l'école. Et ça peut paraître un petit peu étrange pour les gens parce que j'ai conscience d'avoir une certaine élocution, d'avoir un vocabulaire un petit peu plus enrichi que la moyenne. J'ai écrit 2 bouquins, j'ai fait des conférences à foison, j'ai fait des formations à foison, je fais beaucoup d'interviews et c'est ma force, l'expression orale et la compréhension de l'autre et poser les bonnes questions. Du coup, lorsque je te dis j'étais un cancre, incapable de m'exprimer, timide, introverti, bête comme ses pieds, tous mes profs me disaient tu te sapes tout seul, tu réussiras à rien. Ma mère elle-même, tu vois, me disait ça et même d'autres choses plus complexes. Tu vois, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Et même moi, je suis pas en capacité de te dire ce qui s'est passé parce que ça s'est fait progressivement, si tu veux. Après, je suis pas alors faut pas le prendre méchamment, hein, mais je suis pas étonné à 100% que tu dises ça, tu vois. Ça se voit quand même que tu es plutôt de nature introvertie, ça se sent. Tu es plutôt réservé. Tu vois, nous on écoute ton podcast, ça arrive, on sent que tu vois, t'es très posé, tu vas poser les questions. Nous, tu vois, on intervient beaucoup et encore là, on n'intervient pas beaucoup là. Habituellement, c'est pire. Donc, tu vois, on va devoir tendance à te couper, etc. Toi, t'es très introverti, très posé dans la réflexion, t'es en bac et tu vois, c'est aussi ce qui explique ta position aujourd'hui dans la place de l'entrepreneuriat français, tu vois. Tu continues tu te mets sur le devant de la scène parce que tu sais que t'as intérêt à le faire, mais et tu sais que t'es bon pour ça. Et que ça te permet de saisir des opportunités. Pour autant, ta nature... C'est dans ta nature ou pas intrinsèque. Ouais. Bah, tu vois, un exemple concret. Hier, 250 personnes. Ouais. Ça faisait 15 minutes que j'étais là. J'avais envie de partir. Parce que pour moi, le job est fait. Moi, mon but, c'est pas d'être en lumière. C'est de permettre aux gens de se connecter quand je fais ce genre d'event. M'en fous, tu vois. Alors, je fais des photos avec les gens parce qu'ils sont contents, ça les motive. Je signe 2-3 dédicaces. Et tu vois, mon but... Je te donne un exemple. Plusieurs personnes étaient choquées d'un truc. C'est quand je fais la dédicace. Salut, c'est quoi ton prénom? Je serre la main. C'est quoi ton projet? C'est quoi ce que tu fais? Machin. Et 90% des dédicaces, je mets un petit mot personnalisé. Alors ça peut être voilà, sois le meilleur dans ton domaine par rapport à ça. C'est quoi ton challenge du moment? Boum, je mets un petit mot. Ou quelqu'un qui me dit j'ai gagné un saut en parachute, j'ose pas y aller. Bah, je dis vas-y, kiffe ton saut en parachute, fais-le, machin. C'est tout bête, mais mon but, en fait, c'est juste d'offrir des déclics et de permettre aux gens de se connecter. Mais vraiment, au bout de 15 minutes, j'avais envie de partir. Pour toi, t'as fait le taf. J'ai fait le taf. Tu vois, je suis pas là pour chercher la lumière, je suis juste là pour permettre aux gens de connecter. Et voilà, à partir du moment où
tu as 250 personnes qui sont réunies, le lieu, tout se passe bien, tout le monde est content, c'est bon, je peux m'en aller. Il faut dire que tu fais venir 250 personnes, t'as pas utilisé de pub. Non, zéro budget pub, ouais. T'as mis... Moi, je l'avais même pas vu, en fait. C'est Emric qui a partagé. Ouais. Mais t'as dû mettre 3-4 stories. Enfin, c'est incroyable. La traction que t'arrives à porter dans une ville où tu n'habites même plus, ou même pas d'ailleurs, je sais pas si t'as déjà vécu à Paris. Non, jamais. 250 personnes aujourd'hui pour un événement payant. Ouais. C'est extraordinaire. Enfin, Ouais. pour organiser des événements, c'est très fort. Et tu parlais tout à l'heure, par exemple, de Oussama Hamar en disant que ça permet d'avoir une traction, etc. À aucun moment, ou alors je ne l'ai pas vu passer, mais tu as parlé d'Oussama Hamar. Les gens venaient pour Alec Henry. C'était une surprise, ouais. Les gens venaient pour toi. Donc aujourd'hui, tu as une traction. J'ai co-organisé cet event aussi avec Thibaut. Ouais, alors moi, je ne le connais pas. Donc du coup, c'est vrai que je le cite pas, mais a priori, il a une notoriété aussi qui est bien sûr. qui est vraisemblablement plus ou moins à ton niveau, d'après ce que j'ai compris, ou vous êtes pas loin l'un de l'autre, en tout cas. À minima bons amis. Et on est excellents amis, ouais. On fait deux, trois choses ensemble. On a notamment l'immersion là qu'on va faire ensemble. Et il a aussi une très belle visibilité. En effet, plus sur les entrepreneurs débutants. Ça fait 1 an lui qu'il est là, donc sur la partie entrepreneuriale, 1 an et demi, je crois. Donc c'est sûr, c'est pas forcément pareil en termes d'ancienneté. Mais j'adore ce qu'il fait et franchement c'est génial et tu vois, c'est top de pouvoir donc le meetworking en tant que tel, c'était le 4e ou le 5e, et puis tu vois, une fois je l'ai fait avec Silwan, hier il était là, Silwan, mais tu vois, même lui il était pas au courant. C'est pour dire à quel point on n'a pas besoin de communiquer fort. Et d'un coup il m'écrit, il me dit hey, je vois plein de gens qui vont au meetworking, et donc on est en super terme parce que normalement il était même pas sur Paris, je suis à Paris, je peux passer, mais passe plutôt 10 fois qu'une, tu vois. Bien sûr, ça me fait super plaisir. Donc ouais, c'est dans l'intention. Je sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais effectivement. Mais on y est. Ok. Bon, on va continuer sur cette petite rivière, ce petit fleuve. Tu lances du coup ta première agence. Tu fais ton premier million la première année. Comment ça continue? C'est quoi la suite de cette agence? Elle s'arrête à un moment donné? Tu l'as toujours aujourd'hui? Entrepreneurs.com, enfin, c'est quoi le chiffre d'affaires aujourd'hui de cette agence sur cette année par rapport à la croissance que tu as connue? Ouais. Le chiffre d'affaires de cette année, il est faible, ou en tout cas plus faible que les années précédentes sur cette agence. Pourquoi? Parce qu'en fait... Quand on dit cette année, pardon de te couper, mais c'est 2022, on est d'accord, puisque 2023 étant en cours, au moment où on fait ce podcast, on est les 12 mois lycée. Okay, pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les ressources de cette agence, désormais, on les utilise pour nos propres business. Okay. Donc, si tu veux, c'est, tu vois, at cost 5%, et voilà, quoi, c'est pas grand-chose. Donc voilà, pour représenter. Mais ouais, dès la première année, 1 million. Comment on fait 1 million dès la première année? Très simple. Faut savoir le contexte. On est en 2017-2018, donc on va dire l'année 2018. Le marché de l'infoprenariat ou du business en ligne n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Tu veux dire qu'il y a très peu d'acteurs? Il y a très peu d'acteurs, il y a très peu d'infos, il y a très peu de visibilité, il y a très peu de stratégie, il y a très peu d'ads, il y a très peu de funnels, il y a très peu de maîtrise, il y a très peu de copie. Donc tu arrives, la sophistication du marché, si tu es bon et si tu donnes l'énergie, tu peux vraiment faire des gros résultats. Donc nous, on a nos compétences, on a notre envie, on a notre énergie. Donc compétences qu'on acquiert en plus sur le tas, tu vois. T'étais avec qui? Avec Amine. Du coup, mon associé. Donc vous testez, vous voyez ce qui marche, vous c'est ça. Okay. On constitue associé aussi depuis maintenant 6-7 ans? Depuis 2017. Ok, 5 ans, 6 ans. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et on se connaît depuis 2016, avril 2016, ouais. Ok. Donc voilà. Et avec qui c'est devenu un de tes meilleurs amis, j'imagine? C'est un frère. L'histoire n'aurait pas été la même sans Amine. C'est la personne... avec laquelle je suis le plus proche, avec laquelle j'ai toute confiance. Demain, je devrais donner ma vie pour Amine, je le ferai. C'est pour dire, tu vois. Donc vraiment, c'est un amour fraternel, inconditionnel que j'ai pour lui, au-delà même de l'aspect business. Et on a vécu les hauts... le meilleur comme le pire ensemble. Et pourtant, tu vois, on est toujours là à pouvoir compter l'un sur l'autre. C'est quoi le pire pour toi? Le que pire. T'as vécu là, quand tu dis on a vécu le pire, qu'est-ce que ça a été? Le pire, c'est quand tu remets tout en question, c'est quand
T'es à un cheveu de peut-être tout perdre et même d'être en dessous de là où t'avais démarré. C'était quand ça? C'est à plusieurs reprises, hein, tu sais, il y a eu des trucs de fou hein, pendant le C'est quoi le plus down là qui te vient en tête quand on te pose la question que tu as vécu? Parce qu'on parle tout le temps du positif, mais il y a aussi du négatif. Il y en a un. Alors, moi, ça m'a pas beaucoup touché à ce moment-là, mais il y en a un en 2018. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on arrive un peu de nulle part et on fait une collaboration du coup avec Léo, qui avait une grosse visibilité. Et on fait un lancement sur comment créer son agence. Donc à cette époque, tu vois, on est les premiers à faire ça. On parle d'argent sur le marché français. Nous, on arrive de nulle part. Même si tout ce qu'on a pu dire dans la vidéo, même si tout ce qu'on a pu mettre en avant, c'était factuel et réel. Et puis les gens qui ont pu se poser des questions aujourd'hui, tu vois, 5-6 ans plus tard, voilà, à un moment donné, si tu racontes du flan, ça marche 6 mois, ça marche pas 6 ans. Donc ça, c'est important. Et du coup, à un moment donné, on a un gros article diffamatoire qui sort d'un haters qu'on a dû remonter, trouver, porter plainte. Il y a eu un procès, il y a eu une histoire. Enfin, c'est un truc de malade. Article de blog ou Article de blog, ouais. Okay. WordPress, truc. Okay. Et donc, en plus, c'est difficile pour le référencer. Il faut aller directement contacter des avocats en France parce qu'il était en France, mais en même temps contacter des avocats aux États-Unis, dans l'État de Californie et dans l'État de New York parce qu'il y avait un truc qui était lié avec l'adresse IP d'un serveur dans l'État de New York, un autre dans l'État de Californie par rapport à WordPress directement pour pouvoir agir sur WordPress, pour pouvoir avoir son IP, pouvoir remonter à son IP en France, pouvoir remonter à son adresse, pour pouvoir, enfin des histoires de fous, pour pouvoir justement l'attraper et régler la chose d'un point de vue juridique parce que c'était clairement de la diffamation, c'était clairement ça allait loin. Et du coup, quand tu lances ton business, que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là, parce qu'on réinvestit tous nos bénéfices dans les bureaux, dans les équipes, dans les salariés, dans les actions, dans le marketing, dans la pub, parce que c'est aussi ça qui a fait cette visibilité à la personne que je suis, c'est qu'on a dépensé des millions d'euros en pub. Et que, en fait, si tu veux, Amine, c'est l'une des premières fois qu'il était visible, parce qu'à la base, il ne veut pas être visible, et que c'était un truc extrêmement important pour lui, son image et autres, et que moi, je m'en foutais en fait d'avoir des haters, mais que lui, vraiment, je vois qu'il était mal. Et parce que là, on le voyait du coup. Et c'est ça. Okay. Et ça a porté atteinte à son intégrité, ça a porté atteinte. D'où le fait de vouloir enclencher une. Ouais, c'est pas justement. J'y viens. C'était la seule chose en fait. J'y viens justement. Tu vois, il était vraiment mal par rapport à ça, par rapport aussi à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à tout ça. Et là, je reçois une sorte de devis des avocats et on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au point qu'au moment où j'ai le devis, ça représente la quasi-intégralité de tout ce qu'on a en trésorerie à ce moment-là sur cette boîte. Et tu vois, moi, encore une fois, je m'en fous des haters. J'ai aucun impact, vraiment. Genre, on peut dire tout ce qu'on veut de moi. Heureusement, j'ai la chance d'avoir quasiment aucun haters, ou très peu, ou alors je ne les vois pas, je ne sais pas, mais j'ai que du positif. L'inverse m'étonnerait, mais tu vois, les gens, ils ont toujours quelque chose à redire, c'est normal. Bref, et donc t'as pas beaucoup de haters en proportion de ta notoriété. Ouais, même même des haters. J'ai eu des haters, tu vois, qui sans même parler avec eux, sont devenus des gens qui ont acheté des produits. Tu vois, il y a même un haters qui a fait des vidéos sur moi, des trucs de fou. Et là, tu vois son mail dans les clients que t'as. Il a candidaté pour le mastermind. Tu vois, énorme. Donc c'est incroyable. Et donc le mec peut-être. Tu l'as eu en entretien ou pas? Ou t'as dit non, c'est une blague? Non. La plupart même des clients du mastermind, j'ai même pas besoin de les avoir en entretien. C'est pour dire à quel point, tu vois, les gens me posaient 30 cas comme ça parce qu'ils savent. Les gens ils posaient même pas de questions. Ouais. Ils vous ont même pas demandé le programme. C'était Alec Henry, Oussama Hamar. C'est ça. Dis-moi où je suis. Ils savent. On va s'asseoir tous ensemble. Ils savent que c'est de la qualité. Il y a aucun monde dans lequel le but c'est pas de faire de la qualité. Du coup voilà. Et pour revenir à l'histoire, je le regarde en plein droit dans les yeux et je lui dis écoute, si c'est important pour toi, peu importe la suite, peu importe le coût, peu importe si ça nous met en péril au point de tout recommencer. Et lui, il savait d'où je venais. Autant Amine avait ses études de médecine, un appartement à Lille, c'était quand même différent, des économies de côté. Moi, vraiment, rien du tout, tu vois. Je retournais à l'usine, je retournais à la campagne si ça passait mal. Je lui ai dit, écoute, peu importe ce que ça coûte, t'es un frère pour moi, on part à la guerre et on verra on y va ensemble, tu vois. Et c'est normal, tu vois. Ça, c'était une situation compliquée, par exemple, mais c'est une situation dans laquelle j'ai simplement
respecter mes valeurs et fais ce que j'aurais envie qu'on fasse pour moi. C'est réglé aujourd'hui? C'est réglé aujourd'hui, ouais, ça a été réglé en moins d'un an, ça a été réglé. Vous avez gagné si c'est pas indiscret? Ouais, bien sûr, ouais, Ok. bien sûr. Bah, heureusement, dans le sens où c'était vraiment littéralement de la diffamation D'accord. pure et dure. Même au-delà de la diffamation, on a appris qu'une des personnes qui a contribué à l'article avait lui aussi une agence, sauf qu'il n'avait pas de visibilité, pas de clients. Et l'article, il avait un blog, et c'est trop drôle parce qu'on en rigolait en interne. L'article de blog qui a eu le plus de visibilité et de lecture de toute sa carrière à ce mec-là, qui était un référent SEO, je sais pas quoi machin, c'était justement cet article diffamatoire parce qu'il avait utilisé notre notoriété. Ouais. Donc c'était très drôle. Aujourd'hui, on en rigole, mais crois-moi, au moment là, on n'en rigolait pas. Ouais. Et voilà, donc tant pis. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que grâce à cette expérience, j'ai créé des liens avec des avocats, des cabinets, des juristes, des choses. Et moi, je suis un mec, ceux qui ont bossé avec moi le savent, je suis très gentil. Je suis même trop gentil. Encore récemment, j'ai eu une expérience où j'ai été trop gentil, mais je ne veux pas rentrer en guerre avec des gens. Mais par contre, je sais que si quelqu'un m'attaque ou autre, je sais que j'ai la capacité de littéralement détruire son existence. Et si on attaque des proches aussi, c'est bon. Mais je suis gentil, moi. Je suis vraiment un gentil. Alors que d'autres dans mon entourage ne sont pas des gentils. Mais sont pas des méchants non plus. Mais par contre, ils sont plus agressifs quand il faut. Tu vois, c'est des Doberman à qui on a mis une muselière. mais L'image est bien. mais voilà. Mais du coup, voilà, c'est très facile d'enlever la muselière, quoi. Du coup, voilà, ça permet de se forger un caractère par rapport à des attaques aussi. Puis après, un autre truc, c'est qu'un jour, c'est incroyable. On lance un projet NFT. On se fait hacker le smart contract. Donc pour celles et ceux qui connaissent le Web3, c'est qu'en gros tu perds la propriété, l'ownership du smart contract. Il peut tout arriver à ce moment-là. Mais vraiment le pire comme le meilleur. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Et Amine a un passif dans la cybersécurité. Ok. Un passif très sérieux du côté positif des choses. Ça veut dire qu'il n'était pas hacker. Non, ça veut dire qu'il était hacker, mais il a bossé mais du bon côté. avec des gouvernements pour démanteler des réseaux pédophiles, pour trouver des failles. Tu vois, il a participé à des hackathons sur des grosses boîtes, Oracle, Microsoft, PayPal, l'ONU, Apple, des choses comme ça. Donc un beau niveau et sur d'autres aspects aussi. Et du coup, là, je lui dis, écoute, on sait comment communiquer avec le hacker, on ne sait pas qui c'est, mais s'il y a bien une personne sur cette planète que je connais qui est en capacité de peut-être récupérer le smart contract, c'est toi et toi seul. Et tu vois, on en reparlait encore parce que c'est une phase où c'était très chaud. Ouais, ça, c'est chaud. C'est récent en plus, non? C'est récent, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ok. 2021. 2020, fin 2021, début 2022, ouais, donc 1 an et demi. Et tu vois, il me dit, ça retranscrit parfaitement la puissance d'avoir quelqu'un qui croit en toi plus que tu ne crois en toi-même. Et je l'ai vu pas dormir pendant presque 2 jours à essayer de négocier. Et puis, tu vois, la conversation avec le hacker commence littéralement en mode... le mec il nous dit tu couperas, peut-être tu mettras un bip, mais fils de pute, je vais vous détruire, machin. Donc le hacker qui nous dit ça parce qu'il voulait de l'argent. À la fin, le hacker qui lui dit attends frère, je t'envoie le ownership tout à l'heure, c'est ok, gratuitement, mais là j'ai un date, du coup je dois y aller. Tu vois, vraiment, c'est pour dire retournement l'ingénierie sociale qui a été menée par Amine, plus l'ingénierie technique, plus toutes ces choses, fait que tu vois le génie derrière la personne. Extraordinaire. Et un négociateur du raid. C'est ça, mais littéralement c'est ça. Et du coup, on a récupéré le smart contract. Je me souviens encore du moment où on le récupère et on fait ce qu'il y a à faire pour cette collection NFT et tout. Enfin, c'est la seule collection NFT qu'on a fait. Je pense que ce sera la seule que je ferai parce qu'un projet NFT, c'est quelque chose dans lequel t'as pas envie de vivre ça. Parce qu'en fait, tu gagnes pas d'argent, t'en perds. Et en plus, tu passes pour un escroc si ça se passe mal. Alors que les gens investissent dans un actif extrêmement risqué, mais ils oublient ça. Donc, bref. Et tu dors peu, il me semble. Tu dors pas du tout. Ouais, Tu dors peu. Pendant 3 mois, j'ai très peu dormi. J'avais une barbe comme ça. J'étais en jogging tout le temps. J'avais des cernes jusqu'à là, des lunettes Gunnar de jeu vidéo, des cheveux longs pas coiffés, donc je mettais une casquette.
Enfin, vraiment, j'ai des photos, c'était invraisemblable. Même dans ma période geek, j'étais pas comme ça. Et du coup, pourquoi il y avait une opportunité de marché que tu as senti à un moment donné et tu as charbonné comme never? Alors, c'était même pas ça parce que finalement, s'il y avait juste une opportunité, j'aurais pas du tout lancé le projet que j'ai lancé. J'ai voulu créer un jeu vidéo. Donc, j'avais des développeurs de jeux que j'ai payés avant de vouloir lancer le Mint ou quoi que ce soit. Des designers qui étaient des designers chez Blizzard, chez Netflix, chez des trucs de fou. Et bref, ça nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y avait 30 personnes dessus, jour et nuit, beaucoup d'enjeux. Et voilà, si j'avais juste voulu faire de la thune, j'aurais jamais fait ça. J'aurais pris un designer comme beaucoup, j'aurais créé de la hype marketing avec beaucoup de fake et on aurait fait 3, 4, 5 mines, quelques dizaines de millions, on serait barré avec la caisse comme la plupart des gens ont fait. Et puis voilà, mais c'était pas du tout mon intention. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Et la preuve en est sur les années précédentes et celles qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, c'est deux phases, si tu veux, deux gros challenges où tu vois notre engagement. Est-ce que si on revient sur les boîtes, donc tu me dis si j'en oublie une, l'agence que tu as eue, entrepreneurs.com. Et après des participations. Ouais, t'as pas eu d'autres structures majeures en entrepreneuriat que tu as lancées qu'on oublie? Enfin, ce qui est déjà énorme et on y reviendra après, mais là on a fait le tour en parlant de ces deux. Que j'ai lancé moi directement, typiquement Numadeo c'est une des boîtes que j'ai lancées. Tu vois, le cabinet des indépendants c'est une des boîtes que j'ai lancées. Il y a eu Scalix Mastermind que j'ai lancé aussi avec d'autres associés. Il y a eu donc que tu as lancé l'année dernière sur ton premier mastermind où tu avais déjà une trentaine de personnes. C'est ça, on était 50, 60, 20 000 euros l'année, des très beaux profils aussi. C'était il y a 2 ans ou 3 ans. Donc ça s'est arrêté en 2021, donc toute l'année 2021. Ah, t'as lancé ton premier mastermind en 2021? Ouais, et même avant, même en 2019 aussi, j'avais un mastermind. Donc ton premier mastermind, tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires première année. Ouais, même plus, ouais. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, tu as donc ce mastermind, donc Scalix. J'ai arrêté Scalix. T'as arrêté. Là, vous avez créé une nouvelle structure? On a arrêté en 2021 et là, on a repris avec le mastermind Ikigai avec Oussama. Ok, vous avez créé une nouvelle structure, mais finalement, c'est le même. Ok. Entrepreneurs.com, c'est la plus grosse société que tu as eue, j'imagine? Ouais. C'est quoi le chiffre d'affaires maximum que vous avez généré sur les 5-6 dernières années? La meilleure année que vous avez fait? C'est pas forcément linéaire, mais par contre, le meilleur mois qu'on ait fait, c'est environ 1 million. Vous avez fait 1 million sur un mois de chiffre d'affaires? Ouais. On peut savoir à peu près les marges pour avoir une idée? C'est tac. Vu la typologie de produits sur laquelle on était, on est à plus de 50% de marge. Vous étiez à plus de 50% de marge? Ouais. Vous étiez avec 2 associés? Ouais. Ok. T'as fait ça sur. Donc ça veut dire qu'il y a une année, t'as fait 10 millions de chiffre d'affaires, j'imagine, à peu près? Non, le mois record, c'était à peu près 1 million. Non, on n'a pas fait d'année à 10 millions uniquement sur cette structure, mais on est à bien plus de 5 millions. Bien plus de 5 millions avec 50% de marge. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Donc, tu as fait entrepreneurs.com. Cette agence, tu as connu une croissance similaire? Tu es monté aussi à 5 millions ou c'était L'agence, c'est différent parce que si tu veux, ça a été un catalyseur pour pouvoir entrer au capital de certaines boîtes ou aller prendre des fees intéressants en consulting. Là, non, l'agence, on était plus ou moins à 1 million à 2,5 millions par an, avec une marge aussi à peut-être 40%, 40-50%. Après, il y a le consulting. Le consulting, c'est à peu près 100 000 euros par mois. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui, ouais, assez facilement. Sans compter ton boîte mastermind? Tu l'as dissocié. Là, c'est que de la marge. C'est que de la marge, ouais. Aujourd'hui, tu factures 100 000 euros par mois de consulting et finalement, ton chiffre d'affaires, c'est ton résultat. Ouais. Parce que les gens viennent à toi. C'est ça. De temps en temps, parce que c'est plus moi qui close, je donne une commission de l'ordre de 7,5% à mon closer. Donc, c'est les seules charges que j'ai sur cette boîte. Ok. Sur cette activité. En fait, aujourd'hui, tu fonctionnes clairement en écosystème. Ouais. Ok, très bien. T'en fais quoi de cet argent? Tu le places? Tu l'investis? Ouais, je l'investis, je le place, je l'investis dans mes business également. J'investis dans différents types d'actifs, de la crypto, en bourse, d'autres choses. Ouais. Immobilier? Non, immobilier, non. Pas du tout? T'as jamais fait d'IMO? ETF immobilier, pourquoi pas, ouais, mais pas d'IMO, non. Pourquoi? On peut avoir ton avis là-dessus? C'est une charge mentale qui est trop importante à mes yeux. J'ai pas envie.
En plus, tu vois, moi, je suis pas français. Ouais. Donc, j'ai même pas cette histoire de ouais, mais fiscalement, ça peut être intéressant parce que je pourrais faire de l'intégration fiscale, machin et tout. Pas du tout. Pour la petite histoire, tu vois, Amine, à un moment donné, a voulu faire de l'IMO. Il a acheté 2 immeubles d'un coup. Il s'est dit, vas-y, all-in. En plus, on était au capital de Prudentia Immobilier. Donc, ça faisait du sens. On a dit, bah, on va tester le produit à fond et autres. Et il les a revendus, quoi, moins de 2 ans plus tard. Parce que, le full passif, le full machin, t'as quand même cette petite épée Damoclès au-dessus de la tête en mode il faut quand même y réfléchir, t'en occuper, machin et tout. Et c'est tellement plus rentable de faire du business quand tu sais le faire que qu'est-ce que tu vas t'ennuyer avec ça. En tout cas, moi, c'est ma vision. Là, je regarde un peu d'immobilier à Dubaï, même si c'est peut-être pas le meilleur moment en ce moment, ou tout du moins, ça dépend de la typologie de biens, de profil, d'investissement, etc. Il y a des flips quand même très, 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 très intéressants à faire encore. Donc, voilà. Mais sinon, juste avec une grosse particularité sur Dubaï, c'est qu'on peut acheter un contrat sur une construction et le revendre. Et des fois, le jour de la livraison, on a des apparts qui ont été revendus 5, 10, des fois 10 fois. Donc, c'est ce que tu appelles le flip, j'imagine ? Ouais. Ok. Donc, effectivement, il y a ces opportunités sur Dubaï qu'on n'a pas en France, qui peut être intéressantes. Après, effectivement, ces dernières années, Dubaï a quand même vécu un espèce de petit pic quand même sur l'immobilier. Et les prix ont quand même fortement augmenté. Donc voilà. Ouais, ils continuent d'augmenter de toute façon. Et même quand tu compares même avec les pics, on est encore dans une mégalopole en pleine croissance qui fait partie des moins chers au monde au mètre carré par rapport à la qualité, par rapport à la croissance, par rapport au potentiel. Et pour te donner une statistique précise, en moyenne, entre le moment où un bien commence son travail et est acheté la première fois sur plan ou autre, et le moment où quelqu'un arrive avec ses valises pour la première fois, le bien a été vendu 6 fois. En moyenne. En moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a c'est 0 et des fois c'est 15 ou... C'est ça. C'est ça. Donc ouais, c'est assez dingue. Avec l'argent que tu gagnes, est-ce que t'as déjà pris l'avion en première classe ? En business ? Non, en première. En first ? Ouais. Non. Jamais ? Non, c'est surcoté pour moi la first. Ah ouais, ouais. Tu te déplaces tout le temps en business ou pas ? Non, pas forcément. Tu vois, par exemple, là, l'aller, j'étais en éco. Ok. Tu vois. Pourquoi ? Parce que je me fais upgrade avec les miles et je me fais upgrade à l'aéroport directement, en général. Okay. Et là, c'était complet. J'étais sûr que non, tu vois, parce que normalement, je le fais quand même sur l'ordinateur quand c'est des vols. Tu prends pas directement classe business par ordinateur ? Non. Pour quelle raison ? Pour la raison simple, en gros, moi je suis pas trop dépensier, tu vois. Ouais. Et si tu prends directement sur l'ordinateur, tu vas payer ta business, par exemple, entre 3 et 4 000 euros. Pour faire un Paris-Dubaï ? Pour faire un Paris-Dubaï. Par contre, si tu t'achètes en éco et que tu te fais upgrade, ça va te revenir à peu près à 1 500 euros, 2 000 euros grand maximum. Ah, vrai type ça. Tu vois. Et il y a toujours de la place à peu près ? D'après ce que tu dis, très souvent, ouais. Toujours de la place, très souvent. Là, c'était un cas exceptionnel. Là, en fait, si tu veux, au final, il y a eu de la place. Pour la petite histoire, il y a eu de la place. Mais au moment où je vais check, elle me dit non, il n'y a pas de place, waiting list. Du coup, bon, j'ai mon truc Platinum, machin, Emirates, donc j'attends au Business Lounge. J'optine dans l'avion, j'embarque dans l'avion. Et puis, je dis à l'hôtesse, je suis en waiting list. Elle dit, ouais, vous êtes au top de la waiting list, c'est OK. S'il manque une personne, je viens vous chercher. Et en fait, je m'endors pendant le décollage sur mon siège. Parce que t'es parti très tôt. À 4h du matin, ouais. Et du coup, je m'endors pendant le décollage parce que moi, l'avion, je dors trop bien dans l'avion. J'adore. Et du coup, 2 heures plus tard, je me réveille. Là, l'hôtesse vient et me dit désolé, je ne vous ai pas réveillé. Vous dormiez, mais il y a une place en business. Est-ce que vous voulez y aller et je vous upgrade avec les miles ? J'ai dit non, c'est bon quoi. J'avais commencé mon vol. J'avais commencé mon vol ici. J'étais plié en éco, c'était bon. C'est ça. Donc t'as payé 1 000 euros de plus, mais t'as préféré rester en éco ? Non. J'étais en waiting list. J'ai pas payé pour ça. Ouais, j'ai pas payé pour ça. Okay. Pour un billet en éco, pour ça, c'est quoi ? C'est 600, 700 euros ? Pour que les gens aient un peu le delta, il me semble que c'est ça. J'ai pas regardé le prix, donc je peux pas te dire. C'est pas moi qui ai réservé, mais en moyenne, c'est entre 600 et 800 euros. Je crois que là, les prix ont un peu augmenté avec Emirates, avec la guerre en Ukraine, avec plein de choses. La dévaluation de l'euro aussi. Ouais, ça a un peu augmenté. Mais je dirais, c'est entre 550 et 800 euros. Ouais. Ok. Ouais. Parfait. Tu restes une semaine là, c'est ça ? 2 jours.
Tu restes 2 jours à Paris, ouais. une semaine je à pars Rennes et demain tu rentres matin. Après, je vais en Suisse 4 jours. Ensuite, 2 jours en Belgique pour un séminaire. Et en Suisse, j'ai beaucoup de choses à faire. Et ensuite, je vais en Géorgie. Et après, j'ai pas mal de choses à faire cet été encore. Elle est fière de toi, ta maman, ou pas? Ouais, elle est fière de moi. Elle comprend pas tout ce que je fais. Mais tu vois, hier, par exemple, j'avais oublié de lui dire. Je lui dis, hey, maman, j'ai sorti mon 2e livre. On est numéro 1 partout sur Amazon, même en Kindle et tout. Elle me dit, ah, trop bien, je savais pas. Donc ouais, elle est contente, elle est fière. Elle comprend pas tout ce que je fais, mais ouais, c'est cool. C'est bien. Ça doit faire plaisir de voir dans les yeux de sa maman qu'elle est contente. Ouais. Après, je la vois pas beaucoup, donc je vois pas beaucoup ses yeux. Mais ouais, c'est clair, c'est cool. Donc là, d'ailleurs, on y revient, petite parenthèse très rapide. Tu as sorti ce livre. Si les gens veulent le trouver, on peut mettre le lien. On va mettre un livre, bien sûr. Le lien en description. C'est ça. En plus, il est top 10, c'est ça Bah là, on est numéro 1 dans beaucoup de catégories. On est bien positionné. On va voir si ça dure. Mais en tout cas, c'est chouette, ouais. Les nouveaux entrepreneurs. C'est des vrais... objectivement, si tu devais faire une introspection sur ce livre, c'est une vraie leçon d'entrepreneuriat. C'est le livre que tu aurais aimé trouver, j'imagine, quand tu te lançais? En fait, c'est pas un livre, c'est un guide. C'est une sorte de exercice book également. En gros, j'ai pris la décision, j'étais en réflexion en 2021-2022 et 2022, j'ai pris la décision, c'est acté vraiment en 2023, d'arrêter d'accompagner les débutants. Je fais plus de coaching pour les débutants. Qu'est-ce que tu entends par débutant pour celles et ceux qui nous écoutent? Des gens qui ont un projet entrepreneurial, qui démarrent, qui n'ont pas encore leur product market fit, qui n'ont pas encore... qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple? Tu te donnes un... Ouais, moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ouais. Ok. C'est ça. À partir du moment où tu fais 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, donc plus de 100 000 euros par an... On peut t'envoyer un message. On peut m'envoyer un message et... on te contacte sur quoi, sur Insta? Ouais, sur Insta ou entrepreneurs.com directement. Okay. Et selon la typologie de business, j'ai pas peur de dire qu'à partir de ce cap-là, nous sommes, parce que c'est toute l'équipe aussi, en francophonie, parmi les meilleures personnes pour pouvoir aider cette typologie de clients. Et moi, je l'ai vu, j'étais plus stimulé à aider les débutants, parce que j'en ai aidé tellement. Tu vois, il y en a plus de 10 000 qui sont passés par l'écosystème, c'est énorme. 10 000 clients payants, hein, pas 10 000 followers sur Insta. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est le nombre le plus important qu'on a entendu, alors qu'on a eu des gens qui ont fait quand même beaucoup de business. Ouais, qui sont autour de 1000. Même 2000, je pense à certains, 2-3 000, mais 10 000, on n'avait jamais entendu. Ouais, T'as eu 10 000 clients chez entrepreneurs.com ou c'est toute boîte confondue? Le consultant et entrepreneurs.com, vu que c'était la suite. Avec un ticket moyen entre 1000 et 2000 euros, j'imagine? C'est ça, exact. Okay. Exact, c'est parfois plus. Mais avec les calculs. Et, avec 50% de marge. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, tu vois, il y a ça. Et en fait, au-delà de l'argent, moi, j'ai été très impliqué dans mes produits. Je pense qu'on fait partie des formations pour les débutants les plus poussées en francophonie. La preuve en est les résultats des membres. Les témoignages, on a tellement de témoignages, c'est quand même aberrant, tu vois. Certains n'ont pas de témoignages, on a tellement de témoignages qu'on ne peut plus les publier. Parce que nos pages, ça ne chargeait plus, c'était trop lourd, ou on ne sait plus où les mettre. Non, vraiment, c'était une vraie problématique. Et parce qu'il faut choisir et tout machin. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait que, si tu veux, je faisais tous les coachings. Ah, tu faisais tout? Je faisais tous les coachings de groupe, par exemple. Ouais, tu avais des groupes, j'imagine, à 20, 30, 50 personnes peut-être? On avait entre 50 et 100 personnes connectées live, 2 à 3 fois par semaine, pendant 2 à 3 heures. Okay. Et ça, c'est ce que je faisais moi, pratiquement, à un moment donné. Plus nos coachs qui faisaient la même chose, plus du coaching individuel. J'ai fait aussi beaucoup de coaching individuel, des centaines de personnes. Donc en fait, j'ai coaché directement des milliers de personnes. Pendant des mois et des mois, pendant 2-3 ans. Et tous ces coachings sont enregistrés, sont disponibles dans des bibliothèques, découpés pour certaines, pas découpés, tu vois, segmentés par question. Donc c'est une richesse de contenu qui est folle. Et en fait, donc moi, bon, j'en avais marre de répéter toujours la même chose, premier point. Mais deuxième point, c'est que dans le livre, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute la bibliothèque de ces coachings, plus tout ce qu'on a fait avec le consultant, entrepreneurs.com, plus tout ce qu'on a fait avec le premier bouquin, qui a aussi été vendu à des milliers d'exemplaires, qui a transformé la vie de certaines personnes, dont une personne même qui intervient dans le nouveau. Et on a condensé tout ça dans ce nouveau livre. Donc, si tu veux, c'est plus même un truc dont je suis fier. C'est vraiment le condensé de tout ce que j'ai pu accumuler. C'est l'essence de tout ce que tu as... C'est ça. Et vu qu'il n'y avait plus assez de place dans le bouquin, parce que ça fait quand même plus de 300 pages, j'ai mis des QR codes
où les gens scannent et vont avoir accès à une grande partie de tout ce qu'on a créé et même de tout ce qu'on a, dans une certaine mesure aussi, vendu à un moment donné, gratuitement, juste en achetant le livre. Donc le but, c'était vraiment de give back et de partir du marché. Avec un ticket d'entrée, on achète le livre 19,90 format papier, 9,90 format Kindle. Donc c'est plutôt un bon investissement. Et du coup, voilà, le but, c'est vraiment d'offrir l'opportunité à celles et ceux qui veulent avoir accès à la bonne information, d'avoir accès à la bonne information pour une fraction du prix. L'intérêt pour toi de faire un livre, parce que financièrement, c'est tout ce qu'un livre, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout quand tu gagnes 100 000 euros par mois. Surtout quand on entend tes chiffres. Bien sûr. L'intérêt, c'est quoi? Crédibilité, légitimité, se faire plaisir. Aider les autres, j'imagine. Ouais, c'est ça. Nouvelle podcast, bah ouais, c'est ça, tu vois. Là encore, ça me coûte rien de diffuser le livre. Le podcast, c'est 1 000 € par épisode que ça me coûte, même un peu plus. Parce que j'ai une équipe, sinon je pourrais pas gérer ce que j'ai à gérer. Pourquoi je mets 5 000 € sur la table pour les épisodes vidéo et les épisodes audio, c'est à peu près 200 € par épisode. Donc pourquoi est-ce que je mets 5-6 000 € par mois sur la table juste pour le podcast, alors que pas besoin. Je vends rien dans le podcast. Voilà. C'est ton écosystème. C'est mon écosystème, okay. C'est l'envie de partager. Ouais, j'ai quand même le sentiment que tu as envie d'aider l'autre. C'est ça. J'ai le sentiment que tu es parti d'un point A. Aujourd'hui, tu es au point B si on va jusqu'à Z, parce que je pense que tu as des ambitions complètement démesurées. Et donc, en fait, tu es au point B et tu te dis, bon, bah, je vais aider les gens, ou tu es peut-être au point C et tu vas aider les gens à passer au point B. Mais tu n'as plus envie de le faire comme tu l'as fait à une époque, comme tu dis, où tu investissais ton temps. Là, tu as juste envie de dire, OK, je vais plus aller dans le détail en vous disant, voilà, il faut faire ça, 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 parce que j'ai trop fait, je suis fatigué, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Par contre, je vous donne tout. Et juste, ça coûte 20 balles. Et on se revoit après. Et on se revoit à 120 000 € voilà. par an. Et si, avec ça, normalement, vous avez toutes les clés pour réussir, si vous y arrivez, bah là, vous m'appelez. Et par contre, je suis dispo pour vous pour aller faire les steps suivants. C'est ça. OK. Tes ambitions? Parce que j'ai vu que tu as eu un très large sourire quand on a parlé de tes ambitions. C'est quoi tes ambitions? J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, dans le sens où... tu vois, un petit peu quand même. Non, mais en vrai, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Genre, s'il y a un an, tu m'aurais dit ce que je mets en place dans un an, tu vois, il y a 5 ans, encore pire. Donc, oui, il y a des ambitions, mais là, moi, je suis concentré sur faire plus de la même chose. C'est-à-dire, tu vois, le déclic, je veux qu'il soit numéro 1. On est même en train de réfléchir à pourquoi pas que le déclic devienne un vrai média à part entière. Pourquoi pas, plutôt que diffuser certains épisodes sur YouTube, créer un format différent où on passe carrément le déclic à la télé. Okay. Il y a des choses qu'on peut réfléchir, tu vois, comme ça. Entrepreneurs.com, on a été numéro 1 pour aider les débutants. On veut être vraiment numéro 1, loin devant, pour aider les intermédiaires avancés. C'est le projet. Le mastermind, faire de ce mastermind pas juste un bon mastermind, mais un mastermind de légende qui marque l'esprit à l'international des masterminds et des groupes justement de ce type-là. Aujourd'hui, tu concurrences plus la francophonie avec ton mastermind. T'es un concurrent. Tu te considères comme un acteur international? Non, je me considère pas comme un acteur international. En revanche, je suis sur un terrain avec ce produit où oui, on est à l'international. Tu le fais en anglais ou en français? Alors, actuellement, c'est majoritairement en français, mais une des conditions, c'est d'être bilingue. Et les intervenants qui vont intervenir parleront anglais. Ouais. Parce que j'imagine que la milliardaire japonaise, elle parle pas français? Non, elle parle plutôt anglais. Ouais. Il y en a plusieurs qui parlent que l'anglais. Donc, c'est ouf. C'est d'ailleurs intéressant de constater que vous arrivez à attirer des personnes qui ne parlent pas français et donc qui a regardé votre contenu qui était uniquement en français. Toi, tu fais du contenu anglais, toi? Tu sais, non, je fais pas de contenu anglais, mais tu sais, les gens intelligents, les gens qui ont du succès, voient rapidement qui tu es, où tu en es, ce que tu peux apporter. Et il suffit ensuite d'avoir une seule discussion, une seule bonne rencontre, un seul restaurant, une seule soirée, une seule recommandation pour que les gens savent. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je n'écoute pas. De moins en moins, je l'étais à un moment donné, mais je suis de moins en moins sensible au bruit environnant. Mais ce sont des signaux qui m'importent. Et le signal clair de quelqu'un, c'est depuis combien de temps il est là, qu'est-ce qu'il a fait concrètement, qui parle de lui, comment ces gens parlent de lui, pourquoi, est-ce qu'il y a des recommandations, est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des choses. Donc voilà, c'est chouette et c'est la preuve que ça se passe bien.
pour terminer sur cette partie-là, écosystème, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que... c'est pas on peut dire, c'est ton écosystème au global, sur toutes tes activités représentées, est-ce que tu as une idée à peu près du chiffre d'affaires que tu as généré sur 2022 ? Tout compris ? Non. T'as pas d'idée ? Non. On est entre 10 et 20 millions, j'imagine, à peu près, d'après les chiffres que tu nous donnais. Au cumul, ouais, je pense. On est censé alentour là. Ok. Ouais. Ok. Nos 2 dernières questions. Allez. Alors, on en a une. Et là, on va te challenger. On va aller chercher quelque chose de différent. Ok. Alors, c'est pas est-ce que, c'est quelle est ta passion inavouable ? En sachant que, pour te laisser dans la réflexion de la réponse que tu vas pouvoir nous donner, on a eu plusieurs réponses, type collection des jeux Kinder, type collection des serviettes, type collection des chaussons. Chaussons d'hôtel, ouais. Et on a eu une masterclass d'une personne qui nous a avoué que sa passion, c'était de se masturber 5 fois par jour. Ok. Donc, on a de tout. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de question tabou. Donc, tu vois, même la sexualité, on n'en a pas parlé avec toi aujourd'hui parce que c'est vrai que c'était pas le sujet qu'on aborde. Mais c'était pas le sujet, oui, effectivement. Mais si ça fait partie de tes passions inavouables ou que tu as autre chose à nous donner, on aime bien les exclus. Donc, si tu as quelque chose à nous dire, on est preneur. Alors, je me rends compte en réfléchissant que je suis un peu chiant comme mec. C'est ce que tout le monde nous dit, ça. J'ai pas passion inavouable. Le premier truc qui m'est venu, c'est que moi je suis un ouf des popcorn caramel, popcorn sucré caramel, tu vois. Et même si je fais extrêmement gaffe à ce que je mange, à ma diète et tout, je peux d'un coup me lâcher. Et si j'estime un tant soit peu que je le mérite, ou j'ai une facilité déconcertante à estimer vite que je mérite ce genre de... En tout cas spécifiquement pour les popcorn, me faire livrer un paquet de popcorn de mon cinéma préféré et me poser dans mon canapé, tu vois. Mais à part ça, ouais, je suis fan de Batman. À Dubaï, on se fait livrer les popcorn. À Dubaï, on se fait tout livrer. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà. On se fait tout je livrer. Me permets, je précise. À Dubaï, même, imaginons, je sais pas, t'as oublié tes lunettes chez moi, il y a un mec qui vient, il prend les lunettes, il les ramène chez toi. Même une liasse de billets, même tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu te fais tout livrer. C'est un autre monde. Je fais venir pédicure, manucure à la maison, mon coiffeur à la maison, mes repas livrés à la maison à la calorie et trucs prêts, mon coach sportif à la maison aussi. Bon, ça c'est différent encore, mais voilà, tout. T'as une intendante aujourd'hui ? Ouais, on a une femme de ménage, quelqu'un qui fait le repassage, mes chemises, etc. On n'a pas une comment on appelle ça, une maid, gouvernante maid, une gouvernante maid temps plein à la maison. Mais j'ai plusieurs amis, notamment un ami qui a, tu vois, sa femme, un enfant en bas âge, etc. Bah lui, il a une maid, une nanny, un chauffeur, quasi temps plein, tout le temps chez lui. T'as un chauffeur, toi ? Non, je n'ai pas de chauffeur, non. Mais j'ai pas de voiture, donc j'utilise toujours des chauffeurs, mais via une application qui s'appelle Karim, qui est un équivalent d'Uber. Okay. Et c'est quoi la différence ? Pas de différence, c'est juste la version... Il loue des vélos aussi. Ouais, il loue tout, c'est la version arabe de... UAE de... C'est pas plus haut de gamme, c'est pas plus... Non, c'est normal. Et t'as des voitures, des Lexus blanches sympas avec des chauffeurs sympas dedans. Et ouais, c'est un petit budget, mais c'est un luxe qui en gros, là, je dépense entre 1000 et 1500 euros par mois juste pour me déplacer, plus ou moins avec Karim. Ouais. Qu'avec Karim, parce que j'allais dire avec les avions, etc. À mon avis, tu étais beaucoup plus que ça. Ouais. Bah, ça va, je suis encore assez stable hein, pendant toute la période septembre, juin, ouais. Je reste beaucoup à Dubaï et je me déplace que si on me le demande pour un séminaire ou autre, ou des trucs exceptionnels, donc ça va. Okay. Mais ouais, passion inavouable, donc les popcorn, Batman. Et il y en a une troisième qui est arrivée là. Non, je réfléchis, Batman. Je peux pas le dire. Non, vraiment, je te dis, on en a un, on va pas donner de nom, mais qui nous a avoué sa passion inavouable hors micro. Et en vrai, on le comprend, mais il nous l'a dit a posteriori. On va pas la donner, mais il nous l'a dit hors micro. Et du coup, notre target, c'est de la faire, mais on va la poser autrement cette question, on va trouver, parce qu'on sent qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire sortir. Alors là, en tout cas, les gars, vraiment, je me sens vraiment boring, tu vois, comme gars, parce que j'ai rien, tu vois. Autant, tu vois, par exemple, j'arrive à identifier la passion inavouable, je sais pas moi, de Amine, parce que Amine, tu vois, c'est un mec ultra carré, ultra dans le contrôle, et il a une shape, il est ultra diète, il a une shape de ouf, il est ultra sec, ultra musclé, il fait hyper gaffe.
Et s'il te dit, ouais, ma passion inavouable, c'est d'un coup, je m'enfile 2 kilos de glace à Gundas et plusieurs fois par semaine, mais j'arrive à rester avec ce shape parce que derrière, je connais les enjeux et tout. T'arrives limite pas à le croire, tu vois. Et pour autant, c'est ça, sa passion inavouable. C'est ça, tu vois. Donc ça va. Mais moi. C'est-à-dire que tu donnes la passion inavouable de quelqu'un d'autre. C'est très, très, très bon. Mais moi, j'en ai pas forcément, tu vois. Faudrait peut-être le demander à mon entourage, je sais peut-être qu'il saurait. C'est une bonne réflexion, ça. Mais ouais. Ou carrément, tu vois, tu contactes un membre de l'entourage avant l'épisode. Et comme ça, tu vois, quand le gars il veut pas te le dire, tu dis, ah bon, parce que on en parle. Parce que moi j'ai une liste là. Non mais c'est malin ça. C'est très bon. bon. On va peut-être te prendre ce tips là. Pourquoi pas? Carrément. Ouais. Comme ça, on va. Bah toi, du coup, c'est trop tard. Mais t'es malin, tu nous l'as donné pour les prochains. Par contre, exactement. Les prochains, on va pas les louper. C'est ça. Là, je vais te porter responsable. Je reçois des SMS des gens. Putain, pourquoi tu leur as donné cette idée? Ils ont appelé ma femme. Je suis dans la merde maintenant. Et est-ce que tu as des passions autrement, type sport, des choses comme ça? Ouais, le sport fait partie intégrante de ma vie, c'est important parce que c'est le bien-être. Donc je fais attention à ce que je mange, comment je dors, ce que je bois, combien de fois je vais à la salle. J'aime bien le paddle, donc je joue au paddle avec des potes, le squash. Donc ouais, après dire que c'est une passion, demain on me l'enlève, je vais pas me sentir malheureux. Mais en tout cas, ouais. T'as une vie un peu très monacale, très organisée, ou est-ce que c'est un peu... Ouais. Okay. Très boring. Non. Le zéro passion inavouable. très. Ouais. Moi, ma vie, c'est vraiment. Je me lève à la même heure. Je mange. Quelle heure entre 5h30 et 6h30 tous les jours. Je mange tous les jours le même petit déjeuner, exactement le même. Je fais tous les jours, je sais à quelle heure je bois mon premier café. Je sais comment je commence ma journée. Je vais tous les jours à la même heure à la salle de sport. Je mange quasi tous les jours les mêmes calories et les mêmes plats. Ton agenda est millimétré. Ouais. Si je pourrais toute ma vie m'habiller la même chose, manger la même chose, faire la même chose, me lever à la même heure, ce serait parfait. C'est mon monde idéal. Parce que ça te rassure? C'est pas que ça me rassure, c'est que c'est plus simple. C'est plus simple. J'ai pas besoin de réfléchir à ses futilités. C'est optimisé. Je me sens bien comme ça. C'est optimisé au max, c'est là où tu kiffes. Ouais. Mais on le retrouve parce que nous on reçoit des investisseurs et des entrepreneurs. Les entrepreneurs, beaucoup ont cette vie-là, cette organisation, c'est méthodique, ça se lève tôt. Ouais. Voilà. Alors que l'investisseur, il va se manger une immense côte de bœuf et du pain le soir, dormir à 3h du matin, se réveiller à 7h. Non, mais c'est ça. Je l'ai vu hier. Ouais. Hier soir, j'étais invité dans un resto. Je finis à 2h alors que j'avais pas dormi depuis plus de 24 heures, etc. Ils voulaient encore sortir et tout. Alors que c'est des potes, hein, franchement, j'ai passé un merveilleux moment et je serais bien resté avec eux. Mais ils voulaient encore sortir dans un truc, dans une boîte, dans un bar. Je dis non, moi j'y vais. Ils me forçaient, ils me tenaient. Je dis non, les gars, j'y vais. J'ai mon chauffeur qui est là, laissez-moi tranquille. Mais ouais, tu vois, c'était côte de bœuf, machin, truc, bouteille de vin. C'est vrai, c'est alors que moi, tu vois, je suis en mode non. J'ai mangé mon petit cabillaud, mon petit melon avec mon jambon de Parme, mais encore, c'était un extra, de l'eau, et le plus tôt je rentrais, c'était bon. Je suis focus. T'es là pour une mission. C'est ça. T'es là pour une mission. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser, ou un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais aimé qu'on aborde? Non, on a parlé du livre, on a parlé de... Non, franchement, c'était un chouette épisode. Un peu, c'est intéressant parce que c'est un peu décousu. Tu vois, peut-être de ma faute parce que. Franchement, tu nous as challengé. Hein. Habituellement, on n'arrive plus à réorienter. Mais en fait, c'était, sans faire du compliment pour en faire. C'est tellement intéressant de t'écouter sur ton parcours que du coup, tu nous as emmené. On s'est un peu laissé amener dans le truc. On a réussi à te ramener un peu, mais c'est vrai qu'on a eu plus de mal. Mais c'est bien, c'est challengeant. Les gens ont kiffé, c'est le principal. Je pense. Ouais. D'ailleurs, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Super. T'as bien raison, mais c'est sympa. Bah écoute, si on a traité tous les sujets, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour tout ce que tu as transmis. De la valeur, toujours de la valeur. Délivrer plus, il me semble que c'est ce Promettre-moi délivrer plus, ouais. C'est ta baseline en fait, tout simplement. Et puis bah écoutez, merci d'être resté jusque là. Et puis à très vite. À la semaine prochaine. Salut. Merci Salut. Alec. Merci. Allez, ciao.